Salut les Wargamers, c'est Evie de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, petite rediffusion pour YouTube du Codex Review des Space Wolf, des gens sauvages. On va commencer par regarder un petit peu au niveau de ce magnifique codex. Alors je dis magnifique, moi j'ai eu beaucoup de réticences déjà avec l'image. Je trouve que quand on regarde par exemple celui de la Death Watch, il en ressort quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus animal. On n'a qu'à regarder justement ici, alors soit l'OSL, soit carrément son regard enflammé qui est là. Là, on se dit, putain, là on va prendre le canon frag dans la tronche. Et malheureusement, je trouve que ça ne ressortait pas, en fait, sur ce visuel-là. Où, bah, déjà, on avait un... Déjà j'aime pas parce qu'on a un petit Space Wolf ici qui est en train de se faire maltraiter par un tyrannide. Et ça, c'est non, les gars. Ça c'est non, hein. Ça, c'est de la Star Test, les potes, hein. Lui, il est même pas sorti de son cocon. Qu'on se le dise. Donc, en tout cas, pas mal d'attentes aussi là-dessus, puisqu'on est sur le premier vrai supplément, justement, depuis l'arrivée du codex Space Marine V9. On avait déjà, au sein de ce codex, justement, la règle de tactique des Space Wolf. On avait aussi quelques restrictions par rapport à ça, on va en parler justement juste après, et aussi quelques mots-clés qui s'ajoutaient. Je prends l'exemple pas spécifiquement au niveau des Space Wolf, mais par exemple quand on joue des motos Space Marine, elles obtiennent automatiquement le mot-clé Ravenwing. Au niveau justement des Space Wolf, vous allez voir, ça va être un petit peu la même chose, mais avant, on va découvrir un petit peu l'esthétisme et ce qui se dégage en termes justement d'ADN de ce codex, puisque pas mal d'attentes quand même. On avait l'habitude quand on était un joueur Space Wolf de justement avoir un bouquin spécifique avec vraiment tout ce qui en sort dedans, c'est-à-dire un bouquin complet. Là, c'est un petit point négatif, ce qui est que c'est un supplément, donc il va falloir osciller entre justement son codex et son supplément. Par contre, l'avantage, c'est que là, on n'a que du spécifique Space Wolf, donc vraiment le fan Space Wolf, il achète ça, il kiffe. Donc voilà. Petit souci aussi historique, c'est que en quelques mois, ça fait quand même pas mal d'argent à lâcher pour du papier, puisque on a eu, pour ceux qui commençaient le Codex Space Wolf, ensuite on a eu justement le livre de campagne, ensuite le nouveau justement bouquin Space Marine et le supplément Space Wolf pour ça. Donc on va tout de suite regarder un petit peu ensemble ce qu'il y a dedans. Donc un petit descriptif ici, celui-là, je vais pas le lire, je vous laisse si vous voulez mettre pause, et je peux même faire le bruit du vent pendant que vous le lisez. Vous êtes prêts ? C'était pas mal, non? Ouais, je me suis entraîné avant le début du live. C'est pour ça que je suis arrivé avec 20 minutes de retard, les gars, sachez-le. C'était pour ça. J'espère que les gens ont kiffé. Il y a un mec qui était là. Le rumeur est semblable au noir courroux d'une tempête hivernale. Putain, j'ai froid, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, tu fais super bien le chat. On s'y croirait, Evie. Les gars, on était sur Fenris. Les gars, confinés, je vous ai fait voyager. Petit sub. Donc plus sérieusement, rien d'extraordinaire, on est sur ce qu'on va avoir habituellement sur l'ensemble des codex avec plus ou moins un triptyque de 3 faciès justement de Space Wolf. Ensuite on retrouve un sommaire, les remerciements justement avec le Mournival qui est l'équipe de bêta-testeurs justement en collab avec Game Workshop. Comme d'habitude ici une petite introduction, malheureusement rien sur le fait que depuis déjà 2 codex on est rentré dans l'ère du loup. Il n'y a pas d'information qui laisse paraître par rapport justement au retour de Russes, enfin il n'y a rien du tout, donc ça c'est un petit peu dommage. Voilà, et c'est cette partie-là les gars que j'ai trouvé assez cool à lire. Je me demande si au niveau du codex, c'était déjà pas cette partie-là ou au codex Necron qui m'avait déjà un petit peu fait dresser les poils. Et d'ailleurs c'est... Sentez-vous les poils de votre nuque se hérisser, et la glace couler dans vos veines? Voyez-vous des yeux jaunes impitoyables observer vos moindres faiblesses? Ils vous traquent. Avez-vous peur? Ils sont les bourreaux de l'empereur, et vous devriez avoir peur. C'est pas mal quand même. Non, franchement, c'est cool. Enfin, tu vois, c'est pas celui que j'aurais choisi ici. Faut pas se cacher. Voilà, c'est pas le mec le plus... Tu vois, t'aurais mis ici le petit Arjac. Là, c'était stylé, tu vois, t'aurais mis un mec chaud avec une mebarde, ça aurait été un petit peu plus cool. Le fait est quand même que là, depuis 10 000 ans, les Space Wolves servent l'empereur de l'humanité avec loyauté. La sauvagerie maîtrisée de ce noble chapitre de Space Marine est inégalable. Enfin, voilà, franchement, il y a vraiment, tout comme dans le Codex Space Marine, plein de choses, les gars, enfin, moi je sais que quand je suis galvanisé par ce genre de lecture, et ça c'est assez con, enfin, alors, je suis un adulte responsable, mais quand on lit ça, les gars, ça donne envie justement de peindre ces petits bonhommes. Ensuite, on a justement une description un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'avoir au fur et à mesure justement des pages. Il y a une description de la planète de Fenris, aussi justement comment est-ce qu'on devient Space Wolf, en tout cas, comment est-ce qu'il se transforme par rapport à ça. Le gars, il a bac+5 au niveau des vents. C'est pas facile, les gars. Franchement, essayer, c'est pas si facile. Donc voilà. Alors, les meutes de crocs, bon, on est sur quelque chose de complètement habituel. Voilà, ça s'est stabilisé. Donc, pas mal de visuels assez cool, des nouveaux, des anciens. Moi, ce que j'aime en fait, c'est plutôt d'avoir, en fait, avec justement ces espèces de triptyques qui sont pour faire juste le fait d'avoir 3 photos différentes. Ici,
les icônes, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire, en fait les dorures qu'on retrouve sur justement pas mal de design Space Wolf et notamment sur le traîneau du maître de chapitre. Et ça, j'ai trouvé ça super cool. Les sagas, je vous rassure aussi en termes d'ADN, on est encore en plein dedans, puisque déjà, on va avoir des traits de seigneurs de guerre qui vont être des sagas. Donc ça, on est exactement dans la continuité de ce qui se passait sur l'ancien codex, même si vous allez voir qu'il y a quelques petites choses qui vont changer. Ensuite, on a les grandes compagnies. Bon, pas grand chose à dire là-dedans, c'est pas très exploité. Je rappelle aussi que vous pouvez justement faire un chapitre successeur Space Wolf, c'est-à-dire que au niveau du codex Space Marine, vous pouvez choisir 1 à 2 traits et dire que vous allez bénéficier de ces traits, mais que vous serez un successeur Space Wolf. Donc pour bénéficier, on va dire, de la règle de mono-armée Space Wolf, qui pour rappel est quand on est en doctrine d'assaut, le fait de sur un 6 faire une extra attaque. Pour toucher, pardon. Je garde le livre juste à côté de moi, puisqu'en fait il va me servir, puisque je vais vous lire aussi les petites restrictions qui s'appliquent quand on voudra jouer Space Wolf, quand on arrivera dans cette partie-là. La malédiction des Wulfen, le test des Morkai. Donc c'est la partie qui explique un petit peu plus justement sur les différents Wulfen. Malheureusement, ceux-ci ont été nerfs, puisqu'ils ont perdu une des seules règles qui les rendait vraiment encore sympas, c'était l'advance et charge. Même si c'était des gars qui pouvaient bien tanker, qui pouvaient vraiment tataner au corps à corps, ils ont perdu cette règle. Vous inquiétez pas, en fait, justement, ça qui est assez intéressant, c'est que le codex va s'orienter vers autre chose maintenant. Donc c'est pas moins fort, c'est juste différent. Alors, on continue avec la zone de guerre de Halaid et on découvre justement ces nouveaux visuels où là pour le coup c'est assez intéressant puisqu'on n'a pas l'habitude de voir justement ce style de dessin au sein justement des ouvrages qui sont apportés en tout cas à la Startess, et c'est assez cool puisque en tout cas c'est quelque chose de nouveau et on le voit de plus en plus. Ils vont dans différents univers au niveau style artistique. Je trouve que c'est assez intéressant parce que vous allez le voir au niveau des Space Wolf, on va retrouver ces dessins où on voit vraiment les traits, c'est très caricaturé, mais justement au niveau des coups de pince, enfin des coups de dessin qui sont faits, et d'autres fois où on est plus sur du photoréalisme, ou ainsi de suite. Ensuite, on va avoir les champions de Fenris. Bon là, c'est tout simplement les gars, justement, des petites histoires autour justement des différents icônes qu'on va retrouver au sein de ce chapitre. Rien d'extraordinaire. On retrouve Ulrich le tueur, enfin voilà, là on avait Njal. Vous allez voir que les gars, en termes de magie, ça envoie du sale, et ça c'est très très cool. on a DJ Halaid. Là ensuite on enchaîne avec les Blackman, avec les Canis, les Deathwolf. Ça aussi c'est super cool. En gros, ce qui va vraiment, c'est même pas sauver en fait le codex, puisqu'encore une fois, gros ascenseur émotionnel au niveau de ce qui est fort, de ce qui est pas fort, de ce qui sera joué ou pas, ou en tout cas de ce qu'on pense, ce qui va sortir en fait de ce livre-là, c'est tout ce qui va être monté sur loup, puisqu'en fait tout ce qui est monté sur loup a nativement la règle advance et charge. Voilà. Encore une fois, j'en parle très souvent justement des différentes frustrations. On est sur un jeu où les armées qui sont mobiles et qui impactent vraiment sont très fortes. On pense au Harlequin, et là, ou au Aeskar, par exemple dans le méta, on va dire Space Marine, qui n'est pas forcément le plus fort parce que ça tire plus fort à côté, mais en tout cas en termes de plaisir de jeu, de projection et de surprise pour son adversaire, c'est très très agréable à jouer. Et justement, là avec les Space Wolf, tout ce qui va être loulou, va pouvoir advance charge. Donc on va avoir justement tous les petits personnages nommés, dès qu'ils sont sur un loup, ils peuvent advance et charge, et ainsi de suite. Et ça les gars, ça a juste pas de prix, et aussi des bonnes surprises sur le fait que par exemple les loups tonnerres, eux, sont base. Donc justement, ça c'est vraiment un témoignage de Game Workshop qui veulent orienter justement les synergies et le gameplay de ce genre d'armée autour de ce genre d'unité, et ça c'est super intéressant. Donc là on est les Drake Slayer, justement avec la campagne de Chrome qui était issue justement des différentes boîtes qu'ils avaient sorties, où on pouvait justement directement avoir et les orques et les Space Wolf, est sorti aussi en individuel, si je dis pas de bêtises, Ragnar, il y a quelques semaines. Ensuite, on a des petites histoires et c'est rigolo parce que c'est surtout autour de ce genre de petits textes que d'un seul coup on dit « Mais l'ère du loup est arrivée ». Alors que putain, ça fait 2 bouquins. Et toujours rien. Ensuite, les gars, on avait justement la partie où on découvre justement les dioramas, les figurines et ainsi de suite. Je trouve que de mettre côte à côte du Primaris, du Gravis, enfin du Space Marine, enfin du Primaris, on va dire, taille standard, une armure Gravis qui passe donc endurance 5, 3 points de vie, et derrière un vieux SM, ça fait un petit peu pas le figure. J'aurais pas choisi, on va dire, de mettre directement sur un visuel en comparaison les différentes échelles, puisque ça fait mal à mes vieilles filles déjà de base. Là aussi, c'est quand même super cool, puisqu'on revoit justement une figurine qui est le suppresseur qui était sorti dans Ombrelance. On voit aussi justement une moto Outrider, ici Space Wolf. Donc c'est cool de se rendre compte que la partie Indomitus s'intègre parfaitement justement à tous ces nouveaux codex. On va y venir juste après quand je m'arrêterai sur les différentes règles. On arrive maintenant aux règles, et ça va nous permettre de faire un petit rappel au niveau du codex Space Marine, puisque encore une fois c'est un
supplément. Et on va avoir ici la partie sur les Space Wolves, puisque les unités suivantes ne peuvent pas provenir du chapitre Space Wolf, à savoir l'apothicaire, les squads d'assaut, les squads de Devastator, les squads de vétérans Standguard, les squads tactiques et les escouades de vétérans Vanguard. Ça veut dire que l'ensemble des unités qui ont ces mots-clés et qui ne sont pas forcément ce nom-là, mais qui sont des déclinaisons et qui ont ces mots-clés-là, ne peuvent pas être joués au sein des Space Wolves, mais c'est pas très grave, puisque pour le coup, il y a quasiment un palliatif pour chacune de ce type d'unité directement dans le codex. En tout cas, on retrouve, tout comme dans les nouveaux codex, le Necron et l'Astartes, justement, les différentes parties qu'on va découvrir ensemble. Je passerai très vite sur la partie Crusade, puisque c'est pas la partie spécialement la plus intéressante en termes de jeu, plus en termes de campagne, mais à la limite, on lira la partie justement sur les objectifs secondaires spécifiques au Space Wolf. En tout cas, on découvre aussi ici la partie sur les chapitres successeurs, où on voit les différents points de règle, comme pour n'importe, on va dire, chapitre successeur Space Marine, on peut aller sélectionner 1 à 2 traits au sein justement des Space Marine. Il y en a un qui est tout simplement, on va dire, générique, qui vaut pour 2 traits et qui permet de jouer les Space Nulf, qui est tout simplement, c'est votre chapitre à vous, mais c'est toutes les règles des Space Wolf. Donc vous allez voir que ça va avoir son importance, puisque au niveau de certains stratagèmes, par exemple, ou de certaines règles, il faut avoir donc un chapitre successeur proche, donc le même finalement que les Space Wolves ou Space Wolf pour bénéficier de certaines règles. Ensuite, on arrive ici justement à l'aptitude de détachement. C'est tout simplement le fait d'avoir dans votre détachement que des unités avec le mot-clé Space Wolf qui va nous permettre de débloquer certaines règles. On va ici en débloquer 2, que les unités griffes, fulgurantes des détachements Space Wolf gagnent les aptitudes entêté et charge berserk. Entêté, ça veut tout simplement dire que si jamais on n'a pas de sergent dans l'unité, on doit charger. Tu charges ce qu'il y a le plus près. Et charge berserk, c'est assez fort, c'est le fait de ne pas gagner une, mais 2 attaques quand on charge et qu'on est Space Wolf. Donc ça, c'est très fort. On est teubé, mais on tape beaucoup plus fort. Et c'est ce qui va, par exemple, sauver pas mal les Bloodclaw. Ensuite, deuxième partie de la règle, c'est que si toutes les figurines de l'armée, hormis les assassins et les unités neutres, sont Space Wolf, on va avoir une règle en plus qui va être Fureur Sauvage, puisque tant que la doctrine d'assaut est active dans votre armée, à chaque attaque de mêlée d'une figurine, si celle-ci fait un 6 pour toucher, alors on génère une touche supplémentaire. C'est quelque chose qu'on avait l'habitude de voir depuis le dernier PA. C'est bien, mais malheureusement c'est pas non plus magique, puisque en gros, il faut attendre en général d'arriver tour 3 pour pouvoir le faire. Donc il y a un stratagème qui nous permet de le faire plus tôt, mais ça reste quand même un petit peu compliqué. Ensuite les amis, on va passer aux différents stratagèmes. Je vais les lire assez vite puisque on va avoir prenez-les à la gorge, utilisez ce stratagème à votre phase de commandement si la doctrine d'assaut est active pour votre armée. Jusqu'à votre prochaine phase de commandement, à chaque attaque d'une figurine Space Wolf de votre armée avec un pistolet ou une arme de mêlée sur un jet de blessure non modifié de 6, amélioré de 1 la caractéristique de pénétration d'armure. Donc c'est assez intéressant puisque c'est vraiment le début des mécanismes qu'on va avoir en phase de commandement où maintenant on va directement claquer 2 PC en phase de commandement, début de son tour et ça va impacter toute la table. Donc ça c'est quand même assez cool de voir ce genre de mécanisme. Ensuite on va avoir la ruse du loup donc qui vaut 1 PC et utilisez ce stratagème au déploiement. Choisissez une unité d'infanterie Space Wolf de votre armée. Toutes les figurines de l'unité gagnent l'aptitude attaque de flanc, voire codex Space Marine. L'attaque de flanc c'est tout simplement le fait de pouvoir être mis en réserve et d'arriver à la fin d'une phase de mouvement à partir du tour 2 à 6 pouces d'un bord de table et à 9 pouces d'une figurine ennemie. C'est très fort les gars, puisque aujourd'hui, et on va le voir, la plupart des stratagèmes qui boostent des unités valent 1 PC s'il y a 5 figurines et 2 PC s'il y en a plus. Soit ils ont pris justement les effectifs pour pouvoir jauger en points de commandement combien ça doit coûter, soit ils ont pris les points de puissance pour le faire. Et là, le fait de dire n'importe quelle unité infanterie, vous allez voir, il va y avoir des trucs qui sont super cool. Déjà parce que la plupart des Space Marines vanille, donc on pense aux Bloodclaw, eux sont passés à 2 PV. Certes, ils sont passés à 18 points, mais ils ont 2 points de vie. Et donc se dire, putain, on peut pour un seul PC mettre une unité à 180 points dans laquelle on va retrouver 10 Bloodclaw, soit 20 PV de Space Marine à sauvegarde à 3. Bah, c'est super fort. Pour aller, je sais pas, soit on peut faire ça sur une petite unité à 5 points où on va se dire, eh ben écoute, c'est pas grave, je vais pouvoir prendre comme objectif secondaire activer les brouilleurs, donc le faire une fois chez moi avec une unité infanterie, mais qui va rien faire, soit au centre de table, soit directement justement, qui serait directement qui sera à 6 pouces, mais dans le camp d'un adverse. Donc c'est très fort. Il y a moins de restrictions, ça nous permet d'arriver à 6 pouces d'un bord de table, ça veut aussi dire le bord de table adverse, alors que les renforts stratégiques ne peuvent pas le faire. Ensuite, on va avoir baume de guérison, puisque utilisez ce stratagème à la fin de votre phase de mouvement, choisissez une figurine infanterie motarde ou cavalerie Space Wolf de votre armée à 3 pouces ou moins d'un prêtre loup de Space Wolf, ami pour être soigné. La figurine récupère jusqu'à D3 points de vie perdus. Chaque figurine ne peut être soignée qu'une seule fois par tour. C'est normal, mais vous allez voir, c'est super cool. Les loups tonnerres sont à 45 points en slip, ils sont à 50 points avec un bouclier Storm et de base avec une épée tronçonneuse Astartes. Franchement, c'est super cool.
Je pense pas qu'on utilisera un bonhomme pour pouvoir les relever, mais encore que à voir. Mais il va avoir une telle projection, puisqu'encore une fois, Advance et charge native, que je suis pas sûr qu'on aura un copain derrière pour pouvoir les relever. Ou alors en armure Terminator, mais vraiment, je suis mitigé là-dessus. En fait, pour savoir si c'est intéressant, quand vous créez une stratégie autour de ça, eh ben, vous avez juste à calculer combien coûte un personnage pour le remonter, combien coûte aussi justement un PC. Pour ce faire, vous avez juste à regarder dans votre codex. En général, maintenant, ce qu'on peut faire pour déduire du point d'un commandement, c'est qu'avant, pour X points de commandement, vous pouvez passer par exemple un capitaine maître de chapitre. Or maintenant, ça se fait en coup en points. Je crois que c'est 40 points. Donc on peut s'imaginer qu'un point de commandement, en tout cas, a ce genre de valeur. Donc voilà, il faut voir combien coûte un loup tonnerre, est-ce qu'on arrivera à en relever un ou pas avec ce genre de mécanisme pour savoir si ça sera rentable ou pas de prendre ce genre de personnage. Ensuite, on va avoir frappe sauvage pour 1 ou 2 PC, c'est celui dont je parlais tout à l'heure. Utilisez stratagème à votre phase de combat quand une unité Space Wolf de votre armée est choisie pour combattre. Si l'unité a fait un mouvement de charge à ce tour, jusqu'à ce que le combat soit résolu, donc ça c'est assez intéressant, nouvelle formulation, jusqu'à ce que ce combat soit résolu, à chaque attaque de mêlée d'une figurine de l'unité, ajoutez 1 au jet de blessure de l'attaque. Super fort, donc plus 1 pour blesser. Ta gueule, c'est plus 1 pour blesser. Si l'unité a 5 figurines ou moins, ce stratagème coûte 1 PC, sinon il en coupe 2. Ce qui est assez intéressant, c'est donc cette nouvelle formulation qui est jusqu'à ce que l'attaque soit résolue. Pourquoi? Puisque, on le rappelle, c'est les Space Marines du Chaos qui ont un petit peu inventé ce genre de mécanisme à base de plus 1 pour blesser sur toute la phase. Ça fait que quand on avait un mécanisme soit pour taper 2 fois, pour 2 ou 3 PC, dépendamment maintenant des codex, soit pour tirer 2 fois, eh ben, ça marchait 2 fois. Or là, ce stratagème, de ce qui est lu en français en tout cas, ça ne marche que sur la première fois qu'on va le faire. Donc si on prend l'exemple d'une des seules unités qui va pouvoir le faire maintenant, c'est les intercesseurs d'assaut, qui pour 2 PC peuvent retaper. Eux ne bénéficieront justement du plus 1 pour blesser qu'une seule fois avec ce stratagème. Ensuite, on va avoir chasseur en meute. Utilisez ce stratagème à votre phase de charge. Choisissez une unité ennemie à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités Space Wolf de votre armée. Sous-entendu, elle sera à moins de 1 pouce à l'horizontale ou à moins de 5 pouces à la verticale. Jusqu'à la fin du tour, chaque fois qu'une unité bête ou cavalerie Space Wolf amie déclare une charge qui cible l'unité choisie, jetez un D6 supplémentaire et défaussez un DD. Et jusqu'à la fin du tour, en gros, on pourra relancer les jets de blessure pour l'unité qui a réussi à charger. Donc pour le coup, ça c'est assez fort. Après, c'est quand même 2 PC, c'est pas rien. Truc intéressant, on en reparlera un petit peu tout à l'heure quand on parlera justement des petites synergies autour de ce qui va aller assez vite, mais on a accès à l'apothicaire à moto et donc justement à la prière qui donne un bonus de plus 2 à la charge. Donc c'est assez intéressant de se dire qu'on n'oublie pas, on a un Astartes et on a le droit d'aller piocher justement dans les stratagèmes existants. Donc je sais pas, transhumanité qui nous permet de ne pas être blessé par exemple sur du 1, 2, 3, oui, ça sur du 1, 2, 3, et aussi de bénéficier justement de cet arsenal-là. Ensuite, on va avoir assaut implacable. Utilisez ce stratagème à votre phase de combat lorsqu'une unité Space Wolf de votre armée consolide. Chaque figurine de l'unité peut se déplacer de 3 pouces supplémentaires pour ce mouvement de consolidation non cumulatif avec d'autres règles qui augmentent la distance avec laquelle les figurines pourraient engager ou consolider. C'est toujours bien pour faire pailler plus de personnes, pour aller voler un objectif, pour pouvoir faire pas mal de petits tricks de jeu par rapport à ça, pour pouvoir forcer l'autre aussi, si jamais on lui fait un petit lock, justement à devoir claquer 2 PC pour pouvoir se téléporter à travers son cordon, soit s'il veut faire un cercueil, c'est-à-dire soit il veut juste bouger, ou alors tout simplement désembarquer. Il y a toujours des trucs à faire par rapport à ça. Ensuite, on va avoir fait digne d'une saga. Et là, ça, c'est cool, les gars. Puisque, vous l'avez vu depuis tout à l'heure, on a parlé des nouveaux mécanismes au sein des Space Wolf, mais ces petits gars ont perdu le trait historique qu'ils avaient au sein, justement, de l'ancienne version, qui était que les personnages Space Wolf pouvaient faire des interventions héroïques à 6 pouces. Ça, ils l'ont perdu. Mais ce qui est super cool, c'est que vous allez voir qu'ils ont trouvé d'autres moyens pour que, justement, on puisse s'identifier ou envie en fait d'avoir des personnages burnés. Historiquement, au sein du codex, on avait aussi le fait que quand on avait un sergent qui était tout seul dans l'unité, on pouvait le faire passer personnage et il gagnait des points de vie, des attaques et ainsi de suite. Ça, il n'y a plus, mais il y a d'autres mécanismes de jeu justement pour se faire kiffer autour des gros tons. On va avoir donc le feeding de saga, puisque utiliser ce stratagème à n'importe quelle phase, lorsqu'une figurine personnage Space Wolf, hormis les figurines véhicules de votre armée n'ayant pas de trait de seigneur de guerre, remplit un des critères de haut fait. Les hauts faits, c'est tout simplement les à côté d'un trait de seigneur de guerre Space Wolf, puisqu'on va par exemple, je sais pas, avoir le fait de pouvoir advance ses charges, et si jamais on réussit une charge, alors après la fin de la phase, c'est-à-dire à notre prochain tour, on va pouvoir donner cet effet-là en bulle à côté de nous. Et donc là, en gros, à partir du moment où un personnage arrivera à faire un haut fait, si celui-ci n'est pas un seigneur de guerre, si celui-ci n'a pas de trait de seigneur de guerre, alors pour 2 PC, il pourra tout simplement avoir ce haut fait. C'est juste trop cool. Ça veut dire qu'en fait, l'adversaire, il va dire, ok, j'ai des personnages, il y en a un, il advance, il y en a un, il charge par exemple, et putain, cet enfoiré, il va déclencher un haut fait qui va permettre à tous les copains de pouvoir advance ses charges. Ça, c'est super fort. C'est fun, et c'est fort, c'est fun parce que ça va vraiment dans ta gueule et tu peux pas t'attendre, mais en fait, moi j'ai potentiellement plein de petits héros, un peu comme un joueur Custodes, donc ça c'est super cool.
Ensuite, on va avoir Camouflé par la tempête. Celui-là aussi est super intéressant. Il vaut 2 PC. Il me semble qu'historiquement, il en valait 3. Utilisez stratagème à votre phase psychique après avoir résolu les effets d'un pouvoir psychique de la discipline Tempestas, manifesté par une figurine Psyker Space Wolf de votre armée. Jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, à chaque attaque de tir d'une unité, contre une unité Space Wolf amie à 6 pouces ou moins de la figurine Psyker, soustrait 1 au jet de touche pour l'attaque. Ça les gars, c'est super cool, déjà parce que 2 PC, c'est pas si cher, et surtout que le sort en fait, donc Space Wolf qui permet à tout le monde de passer à couvert à 6 pouces du Psyker, a vu sa valeur de lancement grandement diminuer, puisque maintenant de mémoire il passe à 6. Ensuite, on va avoir Trophée décerné, tout utilise stratagème après avoir désigné une figurine provenant d'un chapitre successeur Space Wolf, ça lui permet tout simplement d'avoir des reliques. On va avoir Tan de la suite, avant la bataille, quand vous rassemblez votre armée, si votre seigneur de guerre a le mot-clé Space Wolf, choisissez une figurine Space Wolf de votre armée qui a le mot-clé Sergent ou chef de la meute. À la limite, on va juste noter que, comme d'hab, pour tous les Astartes, on peut avoir justement une relique. Attention, c'est pas les reliques, on va dire overall, c'est les reliques type munitions spéciales ou voilà, c'est les équipements spéciaux qui vont avoir ça. Ensuite, on va avoir Guerrier de légende. Utilise stratagème après avoir désigné une figurine personnage Space Wolf n'étant pas un personnage nommé pour être votre seigneur de guerre. Vous pouvez lui générer un trait de seigneur de guerre supplémentaire issu du tableau Trait de seigneur de guerre Space Wolf, page 48. Chaque trait de seigneur de guerre ne pourra être choisi qu'une fois. On va en parler tout à l'heure, il commence déjà à avoir quelques combos qui ressortent de ce genre de choses, mais on en reparlera quand on parlera du trait de seigneur de guerre Space Wolf en comparaison avec ceux des Space Marines. Ensuite, ici, on va avoir Nature Bestiale. Utilise stratagème à votre phase de commandement si une doctrine de combat est active pour votre armée. Choisissez unité infanterie, cavalerie ou motard de Space Wolf de votre armée. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, l'unité gagne le bonus de doctrine d'assaut au lieu de celui de la doctrine de combat qui est actif. Donc pourquoi pas, pour pouvoir justement un petit peu plus être agressif au niveau de ses tirs sur justement le late game, ça peut toujours être intéressant. Ensuite, pour un PC, on va avoir Contre-charge. Celui-là, les gars, il est trop cool. Je parlais tout à l'heure justement du fait que les personnages Space Wolf avaient perdu leur intervention héroïque à 6 pouces. Et bien justement, ici, on y revient. Pour un PC ou 0, donc ça c'est trop cool, on va avoir utilisé stratagème à la phase de charge adverse. Choisissez une unité Space Wolf de votre armée. Jusqu'à la fin de la phase, l'unité est éligible pour accomplir une intervention héroïque si elle est à 6 pouces à l'horizontale d'une unité ennemie. Et quand on fait une intervention héroïque de l'unité, on a le droit de faire jusqu'à 6 pouces de mouvement. Et ensuite, ça c'est cool, ce stratagème coûte 0 points si l'unité Space Wolf choisie est un personnage. Donc déjà, on n'a pas encore vu, là on a juste vu le fait que si on était un chapitre successeur ou quoi, et qu'on était mono Space Wolf dans son armée, on avait une extra attaque au niveau justement quand on tapait au corps à corps et qu'on était en doctrine de combat. Ce qui est assez cool, c'est que le trait générique, quand on a un détachement, mono Wolf, on va appeler ça comme ça, on va pouvoir, avec toutes les unités, faire des interventions héroïques à 3 pouces, ce qui est un bon trait, mais à 6 pouces aussi pour les personnages, soit pour les personnages pour 0 PC, soit pour les unités à 1 PC. C'est très fort pour les unités, le fait de se dire que le mec est à 6 pouces. Hein. Faut imaginer, je sais pas, 5 Space Marines qui se trouvent comme ça derrière un mur. Le mec il se met en plein milieu d'une rue, hop, intervention héroïque, je passe à travers le mur. Et si t'es à 5 pouces et demi, je viens de taper au corps à corps. Il y a énormément de mécanismes comme ça qui sont très très forts. Le truc aussi, bien évidemment, de mettre son unité ou son personnage au centre d'un objectif, intervention héroïque, tu rentres dedans, tu prends un gros ton dans ta tronche. Donc ça, c'est très très fort. Là où c'est un nerf par rapport à avant, c'est le fait que comme c'est un stratagème, il n'est utilisable qu'une seule fois. Donc, si on a 2 personnages à 5 pouces, par exemple, il faudra choisir lequel on va vouloir emmener. Donc voilà, c'est un nerf, mais c'est encore présent, et donc on garde l'ADN, on va dire, des Space Wolf qu'on va avoir par rapport à ça. Je continue ensuite avec Sens affûté. Utilisez stratagème à votre phase de tir, choisissez unité infanterie, cavalerie ou motard de Space Wolf de votre armée. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs au jet de touche, à la capacité ou à la capacité de combat. Et à chaque fois que vous faites un jet pour charger, vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs de jet de charge en question. Alors, c'est un stratagème qui existait déjà, puisqu'on les utilisait justement sur les longs crocs pour qu'ils aient pas de malus à sortir et tirer avec des armes lourdes. Là où c'est très fort, les gars, c'est que on est vraiment dans Warhammer V9 où c'est World of Ruin. Il y a que des ruines, il y a que des décors, il y a beaucoup de bloquants, ce qui est normal aussi, mais il y a énormément de décors. Le simple fait de se dire putain, je charge à travers un cratère ou quoi, je vais avoir moins d'un mouvement, d'arriver à 9 pouces de l'ennemi et de faire non mon pote, c'est pas une charge à 11, c'est une charge à 9. Je claque mon PC, c'est très fort. Vraiment, c'est cool d'avoir ça dans sa poche, de se dire ça me coûte un PC. On va conclure justement après sur les stratagèmes qu'on a soit au niveau Space Marine, soit au niveau Space Wolf, mais pour un PC, c'est quand même super séduisant. Ensuite, on va avoir Charmeur unique, utiliser stratagème à la phase psychique adverse après qu'un test psychique est réussi pour une unité psycheur ennemie. Choisissez une unité Space Wolf de votre armée à 12 pouces ou moins de l'unité psycheur et elle pourra tenter de deny un sort à la manière d'un psycheur. Voilà, un PC, rien d'extraordinaire par rapport à ça. Je pense que vous allez voir, les sorts sont assez forts. On aura envie de jouer au moins un psycheur
Peut-être pas Njal, peut-être un générique qui coûtera moins cher, même si Njal va avoir plus 1. Mais en tout cas, à la limite, c'est toujours bien de l'avoir dans son arsenal, mais ça sera situationnel. On passe les amis sur la partie des traits de seigneur de guerre. On va avoir donc 2 parties à ce tableau, les traits de seigneur de guerre et les sagas débloqués par ce trait de seigneur de guerre. Sous-entendu, je l'ai tout le temps. Si je réponds à certaines conditions liées à ce trait-là, je vais avoir des petits bonus. On commence par tueur de bêtes. Tant que ce seigneur de guerre est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités monstres ou véhicules, ajoutez 1 à ses caractéristiques d'attaque. Petit nerf par rapport à avant, puisque avant, tout le monde pouvait potentiellement avoir plus d'une attaque, et c'était pas uniquement, en tout cas pour le seigneur de guerre, s'il est à côté d'un monstre ou d'un véhicule. Ça fait vraiment tout simplement tueur de bêtes. Chaque fois que ce seigneur de guerre fait une attaque contre une unité monstre ou moi, ajoutez 1 au jet de touche et au jet de blessure de l'attaque. Donc ça reste quand même assez fort. On va tout de suite aller justement à sa saga. Je vais quand même spécifier que les sagas se débloquent à partir de la fin de la phase dans laquelle on a réussi. Exemple tout bête, on est avec son trait de seigneur de guerre, avec par exemple soit chasseur, soit un truc plus agressif. Si jamais je réussis ma charge, ça ne sera qu'à la fin de la phase de charge que mes copains pourront advance ces charges. Ça a toujours fonctionné comme ça, c'est un petit peu dommage, c'est comme ça quelque part. En tout cas, donc, pour les tueurs de bêtes, on va avoir cette saga-là. Au fait, tueur de bêtes, une unité monstre ou ennemi est détruite suite à une attaque avec cette figurine. Sous-entendu, si son seigneur de guerre tue un monstre ou un véhicule, on va avoir la saga tueur de bêtes en aura. Tant qu'une unité base Space Wolf ami est à 6 pouces ou moins de cette figurine, chaque fois qu'une figurine unité fait une attaque de mêlée contre un monstre ou un véhicule, ajoutez 1 au jet de blessure à l'attaque. Ce que je disais tout à l'heure, petit nerf par rapport justement au mécanisme qu'on va avoir, et ça sera partout dans le bouquin. Il sera plus possible de donner plus 3 attaques, par exemple, 1 avec le trait de seigneur de guerre, 1 avec la relique. Je crois que c'est tout. D'ailleurs, en fait, c'était plus ça en charge. Là, ça sera plus possible ce genre de mécanisme. On va pouvoir gagner X en charge, ça vous allez voir juste après. Ensuite, on va avoir justement le 2 qui est le Wolfkin. Au regard de son aptitude assaut percutant, on le rappelle, c'est l'aptitude des Space Marines qui est quand ils chargent, se font charger ou font une intervention héroïque, ils vont avoir plus une attaque. Est toujours traité comme ayant fait un mouvement de charge et effectue des 3 attaques supplémentaires au lieu de 1 grâce à l'aptitude en question. On va voir ce qu'il va falloir faire pour pouvoir le donner en aura, puisque une figurine ennemie est détruite suite à une attaque de mêlée de cette figurine. Donc, autant dire que si son seigneur de guerre tue un mec, ce qui arrivera assez souvent, alors tant qu'une unité base ami Space Wolf est à 6 pouces de cette figurine, l'unité est toujours traitée comme ayant effectué un mouvement de charge au regard de l'aptitude assaut percutant. Ouais, ça veut dire les gars plusieurs choses. Aujourd'hui, en fait, là où on arrive un petit peu à baiser le Space Marine, c'est quand on fait justement non pas une intervention héroïque, mais quand on lui fait un pile-in sur lui-même, on n'oublie pas, il n'a pas le plus d'une attaque. Là, au moins, il l'aura toujours, mais c'est quand même malheureusement moins bon que ce qu'on avait avant. Ensuite, on va avoir guerrier né. Au début de la phase de combat, si ce seigneur de guerre est à portée d'engagement de la moindre unité ennemie, il peut combattre en premier à cette phase. Donc ça, c'est très très fort. On se rend compte aujourd'hui de tous ces mécanismes pour taper en début de phase que c'est très très fort, puisque justement ça calme tout le monde, c'est instoppable. Il y a des mécanismes, bon, même si ça énerve côté Spaceman et judiciaire, c'est quand même des mécanismes qui sont forts et qui marchent bien. Et c'est aussi pour ça que Slaanesh peut faire des mauvaises surprises. Au niveau de guerrier né, il faut qu'une figurine personnage ennemi soit détruite par une attaque de cette figurine. Donc compliqué quand même. Ça permettra de débloquer la saga du guerrier né. Au début de la phase de combat, chaque unité base infanterie ennemie à 6 pouces ou moins de cette figurine à portée d'engagement de la moindre unité combat en premier à cette phase, sans surprise. Ensuite, ma préférée, chasseur, ajouter 1 au jet d'advance et de charge pour ce seigneur de guerre. On va y venir, mais dans quelques minutes, on aura justement des gros tons qui seront soit sur l'outonnerre, qui bougeront de 10, qui pourront advance ses charges avec ça. Ou alors, on n'oublie pas, on a aussi accès justement à l'arsenal Astartes Overall, qui nous permet par exemple d'avoir un capitaine en moto qui va bouger de 14, advance auto à 6, donc il va bouger de 20 tontons, et il va pouvoir justement advance ses charges. Et, ce qui est quand même assez séduisant, alors, je vais dire juste après, ce seigneur de guerre est éligible, peut charger au tour où il a advance ou battu en retraite. Donc il va pouvoir faire des tilts, ça c'est super fort. Hein. C'est ce que font les Harlequins, c'est ce que font certains Wildscar. C'est très 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 fort. Et au niveau justement de sa saga, Touk, réussir à charger une unité ennemie avec cette figurine. D'accord, je viens juste de montrer qu'en moto il pouvait bouger de 20, donc autant vous dire que lui, il va très vite la débloquer sa bulle, mais encore une fois on n'oublie pas, ça ne sera possible sur les copains qu'à la fin de la phase. Sous-entendu, s'il charge tour 1 à la phase de charge, ses copains ne pourront bénéficier de ce bonus-là que à sa prochaine phase de charge. Donc il va falloir tanker un tour et ainsi de suite avec tonton. Mais à la limite, pourquoi pas. Donc il va débloquer
le fait que tant qu'une unité base a mis à 6 pouces ou moins de cette figurine, l'unité est éligible pour déclarer une charge à un tour lors duquel elle a Advance. Tant qu'une unité base ami ayant l'aptitude chasseur Véros est à 6 pouces ou moins de cette figurine, sous-entendu si elle avait déjà la capacité de advance ses charges, alors elle sera éligible pour déclarer une charge à un tour lors duquel elle a battu en retraite. Les gars, c'est super fort. Là, on commence déjà à voir justement certaines Death Star Space Wolf. Je parlais des loups-tonnerres tout à l'heure. Clairement, on va pouvoir voir ce genre de choses. On n'oublie pas aussi que dans le trait, dans les traits Space Marine, on peut, avec son seigneur de guerre, donner aux copains la règle super OP. Donc on commence un petit peu à voir que si on a 2 persos pour un PC, on va aller chercher un deuxième trait de seigneur de guerre et on va se dire ok, donc on a tonton qui dit advance ses charges à tout le monde et on a l'autre tonton, celui de l'autre tonton quoi, qui est de l'autre côté, qui va permettre en fait d'être super OP. Donc voilà, il va y avoir des choses super trash à faire avec justement des gros packs de loups-tonnerres, ça va être assez stylé. Ensuite, on va avoir l'aura de majesté, ajouter 3 pouces à la portée des aptitudes rite de bataille, précision tactique, maître de chapitre, chef spirituel de ce seigneur de guerre pour un maximum de plus 9, et aussi ajouter 3 pouces à la portée des litanies récitées pour ce seigneur de guerre, si celui-ci justement est un mec à moto. Au niveau juif de sa saga, on va avoir aura de majesté ici. Tant qu'une unité base ami Space Wolf est à 6 pouces ou moins de cette figurine, chaque test de morale pour l'unité est réussi automatiquement. Bon, c'est un petit peu dommage. Je vais vérifier, il me semble que c'est celui de Logan. Et c'est un petit peu con parce qu'en fait, pour le coup, Logan, lui, il peut advance ses charges. Donc ça aurait été bien qu'il le donne aux copains quand même. Mais malheureusement, non. Enfin, excuse-moi, c'est Logan avec son traîneau. Puisqu'en fait, comme sur son traîneau, il y a des loups, il hérite automatiquement justement du fait de pouvoir le faire. Ensuite, on continue et on va terminer avec la détermination de l'ours. Chaque fois que ce seigneur de guerre est censé perdre un point de vie, jeter un D6 sur un 6, il ne le perd pas. Et à chaque attaque contre ce seigneur de guerre, on ne pourra pas relancer, ni pour blesser, ni pour le jet de dégâts. Donc ça, c'est assez fort. On se rend compte que ces mécanismes sont très forts quand notamment on affronte des custodes ou quoi et qu'on se dit 0 reroll, on se rend compte qu'il n'y a plus aucune fluidité, il n'y a plus aucune fiabilisation possible. C'est assez compliqué. Et en gros, ici, il va falloir que cette figurine perde un ou plusieurs points de vie. On le rappelle, ça sera à la fin de la phase. Alors ses copains à 6 pouces et qui sont bases, justement, pourront bénéficier de la même règle, c'est-à-dire, regardez si quand ils perdent un PV sur un 6, ne pas le perdre. Donc voilà pour les traits de seigneur de guerre. Donc je le rappelle, vous pouvez utiliser traits de seigneur de guerre Space Marine, Phobos si celui-ci est Phobos, normal si c'est un mec générique, et aussi justement cela si jamais vous voulez avec les sagas, et c'est super cool. Et on a bien évidemment accès au stratagème pour pouvoir avoir plusieurs seigneurs de guerre là-dessus. Donc ça c'est sympa. Donc en fait on a les traits de seigneur de guerre, on a les stratagèmes pour avoir plusieurs traits de seigneur de guerre, et on n'oublie pas aussi qu'on a le stratagème pour qu'un personnage passe saga si jamais il répond à une des conditions. Donc c'est super cool parce qu'on dit rien, on dit réussi une charge à gauche. Peut-être que je vais le claquer. Ou au contraire, j'ai tué quelqu'un, peut-être que je vais le faire. Alors on n'est pas dans l'ultra-violence comme avant, où il fallait tuer un certain nombre de figurines pour gagner plus X attaques, mais ça reste quand même dans l'ADN du Space Wolf, et ça c'est super appréciable. On passe ensuite, les amis, aux différentes reliques. On va commencer par l'armure de Russe pour justement avoir une sauvegarde à 2, une sauvegarde invulnérable à 4. Et au début de la phase de combat, vous pouvez choisir une unité ennemie à portée d'engagement du porteur. L'unité n'est pas éligible pour combattre à cette phase avant que toutes les unités éligibles de l'armée aient combattu. Alors c'est pas 3 pouces, mais ça reste quand même super fort. Le fait d'avoir des gros tons en tant que personnage et de se dire bah ouais mais de toute façon lui il tapera toujours avant toi, bah c'est fort. Franchement ça c'est super fort. Ensuite on va avoir la pierre du Wolfen. Petit nerf par rapport à ça. Le porteur a l'aptitude suivante, rage bestiale, aura. Tant qu'une unité base Space Wolf ami est à 6 pouces ou moins du porteur, vous pouvez relancer les jets de charge pour l'unité. Donc ça c'est plutôt cool. Je crois qu'il n'y a que Ragnar qui permet de donner cette règle comme ça. Et une fois par bataille, au début de la phase de combat, le porteur peut invoquer des esprits de Wolfen. Dans ce cas, choisissez une unité Space Wolf à 6 pouces ou moins du porteur ayant l'aptitude Fureur sauvage jusqu'à la fin de la phase. Chaque fois qu'une figurine unité fait une attaque, la touche supplémentaire causée grâce à l'aptitude proccera sur du 5 et pas sur du 6. Un petit mort aux faux empereurs boosté comme ça, c'est cool. Ensuite, on va avoir le cœur de feu, c'est tout simplement un pistolet à 18 pouces qui est force 9, PA-4, dégâts flat 3. C'est simplement ça. c'est simplement un truc qui te fait un trou comme as. Ensuite, on va avoir la mort noire qui remplace une hache énergétique qui va faire force plus 2, PA-2, dégâts flat 1. Et il va pouvoir faire des 6 attaques supplémentaires avec. Donc ça, c'est pareil, c'est assez cool parce que de se dire que... tu peux craquer complètement sur des 6 attaques plus 4 en général. Tu vas monter à 10 attaques, c'est quand même super cool. On va avoir le Home Brise-Montagne, puisque après avoir effectué les attaques au corps à corps du porteur, avant qu'il consolide, vous pouvez choisir que l'unité ennemie a un pouce ou moins de lui et jeter un D6 sur 2+, elle prendra des 3 blessures mortelles anecdotiques.
Œil de la bête, figurine archiviste seulement une fois par tour à votre phase psychique. Après avoir résolu les effets, on va dire, d'un pouvoir psychique à côté, on va pouvoir choisir une unité ennemie et jeter un D6. Et sur un 4+, elle prendra une blessure mortelle. La police de l'affrelou, qui fait que à chaque attaque de mêlée contre le porteur, soustrait 1 au jet de touche et au jet de blessure de l'attaque. Super chiant ça. Ça, on s'en rend pas compte, mais ça, c'est vraiment, enfin, ça permet de rendre les gens vraiment tanky et vraiment chiant, quoi. On est dans l'ère de la V9 où les personnages tombent quand même bien changé, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnages qu'on peut vraiment envoyer tout droit devant. Je pense à un shield capitaine ou à un capitaine à moto ou ainsi de suite. Le gars, il se buffe plus tout seul, il ne se buffe plus tout seul parce qu'il n'est pas base. À voir est-ce qu'en Spacefall, ça sera encore fort. Je rappelle, pour 0 PC, il pourra continuer de faire des interventions héroïques à 6. Donc, pourquoi pas? Et surtout, en fait, il pourra pas relancer les 1, mais à côté de ça, il aura +1 à sa capacité de combat s'il a chargé. Donc, est-ce que ça compense pas un petit peu justement cette reroll des 1? Pas forcément mathématiquement, mais le fait est quand même que c'est présent. Ensuite, on va avoir les équipements spéciaux. Je rappelle que tout à l'heure, on a vu un petit stratagème qui permettait de pouvoir, pour un PC, donner une de ces reliques-là, donc uniquement celles qui vont être de ce côté-là de la page, celle-ci à un sergent, ou un maître de meute, je ne me souviens plus, enfin un sergent spécifique, on va dire, des Space Wolf. On va retrouver l'habituel cap d'adamantine qui permet d'avoir un Feel No Pain à 5 quand on perd un point de vie, l'armure d'artificier, ça c'est cool, qui permet au porteur d'avoir une caractéristique de sauvegarde de 2 et une sauvegarde d'invulnérable de 5. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en Space Wolf, les gars, on va avoir dans les escouades de Marines, on va dire vanille, la possibilité d'intégrer un vieux loup, je me souviens plus le nom spécifique en français, mais un mec en armure Terminator. Voilà, il n'y a pas spécialement besoin, il suffit juste de lui mettre ça et ça fera le sergent avec une sauvegarde à 2. Ensuite, on va avoir arme de maître, puisque quand on confie cette relique à une figurine, choisissez une des armes dont elle est équipée. Il ne peut pas s'agir d'une arme dont le profil inclut les mots de maître, et n'inclut pas, il ne peut pas s'agir d'une arme dont le profil inclut le mot de maître. Ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts de l'arme. L'arme est considérée comme une relique chapitrale. Ensuite, on va avoir l'arme digitale, qui est que on va pouvoir faire une attaque supplémentaire en utilisant le profil d'une arme de corps à corps, et que si l'attaque cause une touche, alors ça fera une blessure mortelle à la place, puisque la séquence d'attaque s'arrêtera. On va avoir les bolts dents de Morkai, donc c'est les munitions spécifiques Space Wolf, puisque en gros, on ne pourra faire qu'une seule attaque avec l'arme, sous-entendu qu'un tir, mais si elle cause une touche, l'unité de la cible est marquée par Morkai jusqu'à la fin du tour et la séquence d'attaque s'achève. À chaque attaque contre une unité marquée de Morkai, relancez tout jet de blessure de 1. Donc c'est quand même assez fun, le... Alors qu'il va relancer les blessures. Voilà. Faut imaginer que ça va faire ça, les gars. Ensuite, on va avoir la talisman de... je précise que les bolts en dents de Morkai, c'est bien, mais vous n'allez pas manquer, on va dire, de lieutenant au sein des Space Wolves. La plupart des personnages qui sont vraiment cool en sont. Donc voilà, la reroll des 1 à 6 pouces, vous allez quand même l'avoir assez facilement. Sauf que là, ça se limite pas aux bases. Donc ça, c'est assez cool, ça veut dire que tout le monde aura la reroll des 1. Ensuite, on va avoir le talisman du queue de loup, puisque à la phase psychique, à chaque fois qu'une figurine de l'unité est porteur est censée perdre un point de vie suite à une blessure mortelle, jetez un des 6 sur 4+, il ne la perd pas. Ok, anecdotique. L'arme de givre, quand vous confiez cette relique à une figurine, choisissez une des armes suivantes dont elle est équipée, une griffe lightning, hache énergétique de maître, épée énergétique de maître, hache énergétique, épée énergétique. Ajoutez 1 aux caractéristiques de force et de dégâts de l'arme. Améliorer les caractéristiques, si jamais on en a 2, ça sera des 2, merci. Et c'est considéré comme une relique chapitrale, ça limite, OSEF, mais il y a quand même des combos assez sympas à faire pour pouvoir justement passer des dégâts flat 3 avec certaines armes. Ça, c'est cool. Et surtout, si vous n'avez pas de relique en petit format, vous pouvez vous faire un ton inattendu, on va dire, au sein d'une escouade. Mais je pense qu'en tant que Space Wolf, soit ça sera issu justement d'un point de commandement, soit on ira toujours chercher une saga. Et enfin, on va avoir l'arme runique, puisque figurine archiviste seulement. Ajoutez 1 au jet d'absurer le sorcier du porteur, et quand vous confiez cette relique à une figurine, choisissez un sceptre de force, une épée de force. Ajoutez 1 à la caractéristique de force de l'arme. L'arme est considérée comme une relique chapitrale. Donc voilà, au niveau des reliques, c'est ok, même si je pense que on se dirige assez souvent vers les mêmes, comme d'habitude, qui sont plus de ce côté-là de la page. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, les gars, on va rentrer un petit peu dans la violence, puisque on va passer justement à la discipline Tempestas. On va commencer par l'éclair vivant. Puisque celui-ci va avoir une charge warp de 6. S'il manifestait l'unité ennemie la plus proche à 18 pouces et visible du piqueur subit D3 blessures mortelles, jetez alors un D6 de 2 à 4. L'unité ennemie la plus proche à 6 pouces subira une blessure mortelle et sur un 5+, elle subira D3 blessures mortelles. C'est donc un éclair qui tombe. Ensuite, on va avoir l'ouragan meurtrier, qui est très très intéressant celui-là, qui est une malédiction qui a une valeur de portée de 18 pouces qu'on va pouvoir utiliser sur une unité ennemie du psycheur, puisque
jusqu'à votre prochaine phase psychique, si l'unité n'est pas entièrement dans ou sur un élément de terrain, elle ne pourra pas tirer en état d'alerte. Quand on est dans l'armée de corps à corps, qu'on va quand même commencer à pouvoir réfléchir, à se dire, ok, j'ai un chaplain moto, il va pouvoir bouger de 20 le gars, donner plus de à la charge à côté. Et en plus de ça, je peux te dire, toi, tu contrecharges pas, ça commence à être super cool. Surtout qu'il y a énormément de mindfuck qui est possible à faire avec ça. C'est sur le fait de pouvoir justement dire, toi, ok, elle va pas pouvoir charger. Est-ce que tu auras envie de claquer ton PC sur cette unité alors qu'elle est moins forte, ou au contraire en fait jouer à faire l'inverse pour pouvoir justement perturber son adversaire. C'est quand même assez cool. Deuxième partie de Ouragan, c'est bien sûr à la phase de combat, l'unité n'est pas éligible pour combattre avant que toutes les unités Space Wolf éligibles de votre armée aient combattu. Donc ça aussi c'est super fort. Ensuite on va avoir la colère des tempêtes qui va avoir une charge warp de 6 et y manifester. Choisissez unité ennemie à 24 pouces ou moins de ce psycheur jusqu'au début de votre prochaine phase psychique. À chaque attaque d'une figurine unité, souscrivez 1 au jet de touche. Toujours très fort, surtout que c'est que sur du 6. Pour l'instant, on est que sur des sorts qui sont assez faciles à lancer. Jal va avoir plus 1 pour le faire en plus, donc ça sera sur du 5. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ensuite, on va avoir Instinct éveillé, puisque ça va passer sur du 6. Il manifeste, choisissez une unité Space Wolf amie à 18 pouces ou moins de ce psycheur jusqu'au début de votre prochaine phase psychique. À chaque attaque d'une figurine de l'unité, la doctrine assaut est considérée comme active pour l'attaque au lieu de la doctrine actuelle active. Si la doctrine d'assaut est déjà active pour votre armée, alors sur un jet de blessure non modifié de 6, améliorez de 1 la caractéristique de pénétration d'armure. C'est cool quand même. Le fait, encore une fois, les latitudes au niveau des doctrines, c'est super fort. On va en parler après avec la Death Watch. C'est super cool. Pour rappel, historiquement, les doctrines, on pouvait décider ou pas de passer à la suivante. D'abord la Deva, ensuite la tactique, et ainsi de suite. Et maintenant, on a l'obligation de passer à la suivante à la fin du tour 1, à la fin du round 1. Donc, honnêtement, le fait de pouvoir justement rester dans la doctrine qui nous plaît, en tout cas quand on va faire du CAC, c'est super cool. Ensuite, on va avoir le messager des tempêtes. Celui-ci est super fort. Je crois qu'avant, il passait sur du 8, donc il était très compliqué à passer. Maintenant, c'est la bénédiction Aura, messager de la tempête, à une valeur de charge warp de 6. Il est manifesté jusqu'au début de votre prochaine phase de psychique. Tant que leur unité est à 6 pouces ou moins de ce psycheur, les figurines Space Wolf, il n'y a pas de restriction, les gars, par rapport à véhicules, mon cul et ainsi de suite, reçoivent les bénéfices du couvert léger. C'est très fort. On a donc en fait exactement la même synergie que dans les anciennes versions du bouquin, sauf qu'avant il me semble que ça passait sur du 8, là ça passe sur du 6. Et avant c'était pour 3 PC et maintenant pour 2 PC qu'on va pouvoir dire ok, donc tout le monde à 6 pouces, ok les filles, tout le monde à 6 pouces est à couvert et en plus pour 2 PC, tout le monde à 6 pouces à moins 1 pour être touché. C'est fort, c'est super fort. Et enfin, on termine avec Mâchoire du loup du monde, puisque Feu sorcier, ça va avoir une charge warp de 7. Si manifesté, choisissez unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible de ce psycheur. Jetez un D6 pour chaque figurine de l'unité en ajoutant 1 au résultat si le sort est passé sur un 9 ou plus. Et sur chaque jet de 6, alors, on fera une blessure mortelle. Je ne sais pas dans quel cas ça va vraiment être intéressant, je ne vais pas vous mentir celui-là, puisqu'en fait le Space Wolf sait déjà gérer la horde par sa saturation, soit au tir, soit au corps à corps. On enchaîne ensuite avec la règle Chapter Approve, sous-entendu le fait au niveau de ses objectifs secondaires de pouvoir aller les choisir ici. Petite précision quand même, puisque encore une fois ceux-ci sont divisés en catégories et que vous ne pourrez en prendre qu'un et pas de doublon au niveau de la catégorie avec ceux génériques ou même d'ailleurs ceux du Codex Space Marine, puisque en bénéficiant des bons mots-clés, on pourra choisir dans les deux bouquins. On va commencer en tout cas par la catégorie éliminer l'ennemi, proie glorieuse. Si vous choisissez cet objectif, vous marquez des points de victoire comme suit. Marquez 2 points de victoire si une ou plusieurs unités personnages ont été détruites par des unités Space Wolf de votre armée à ce round de bataille. Si aucune unité personnage n'a été détruite mais qu'une unité personnage a perdu 3 points de vie ou plus suite aux attaques d'unités Space Wolf. En gros, on va marquer donc 1 point de victoire si on a fait perdre au moins 3 points de vie à un personnage, et 2 points si on a pété un personnage à ce tour-là. Ensuite, marquez 3 points de victoire si une ou plusieurs unités monstres ont été détruites par une unité Space Wolf de votre armée à ce round de bataille. Si aucune unité monstre n'a été détruite, mais qu'une unité monstre a perdu 3 points de vie ou plus, alors on marquera 1 point de victoire, donc sur le même fonctionnement. Ensuite, une unité personnage monstre ne peut pas compter comme les deux parties pour cet objectif. Vous devez choisir soit de taper dans le monstre, soit de taper dans le personnage. Ensuite, on va avoir défi héroïque. En gros, c'est tout simple, on va choisir un personnage chez nous et l'adversaire va choisir un personnage chez lui et à la fin de la partie, on fera le bilan et on regardera un petit peu ce qui s'est passé. Puisqu'on va pouvoir marquer 5 points de victoire si la figurine qui avait relevé le défi adverse est morte,
quelles qu'en soient les raisons. Le mec s'est suicidé, il a fait un péril, n'importe quoi. 5 points si jamais la figurine qui a relevé le défi a été détruite suite à une attaque de mêlée. Et enfin, 5 points supplémentaires si la figurine a été détruite par une attaque de mêlée de la figurine qui a lancé le défi. À voir, avec beaucoup de snipers, à la limite, pourquoi pas le choisir celui-là. On continue avec la catégorie pas de pitié, pas de répit, une saga magistrale. Si vous choisissez cet objectif, marquez 2 points de victoire à la fin de chaque round de bataille pour chacune des conditions suivantes remplies par votre seigneur de guerre Space Wolf pour un maximum de 5 points de victoire. Une unité monstre ou véhicule ennemi perd 1 ou plusieurs points de vie suite à une attaque de mêlée de ce seigneur de guerre. Une unité monstre ou véhicule ennemi est détruite suite à une attaque de mêlée de ce seigneur de guerre. Un personnage ennemi est détruit suite à une attaque de mêlée de ce seigneur de guerre. 5 figurines ou plus ont été détruites par ce petit gars-là. Ou en tout cas, au début de votre phase de commandement, ce seigneur de guerre est à portée d'un avion objectif entièrement dans la zone de déploiement adverse. Pour le coup, celui-là, je pense que potentiellement, celui-là, il peut être assez intéressant. Le problème, c'est que si on se fait sniper son seigneur de guerre, alors là, on est fucké. Là, je pense qu'à petit format, c'est cool parce que ça te fait vraiment ton champion sur la table et celui-ci, il va te faire gagner des points et ça peut être assez cool. Et enfin, dernier objectif secondaire qu'on va pouvoir justement aller chercher quand on a un petit Space Wolf, c'est fierté du guerrier, marquer 3 points de victoire à la fin de votre phase si 2 unités Space Wolf de votre armée ou plus sont à portée d'engagement d'unités ennemies ou ont effectué un mouvement de charge à ce tour. Donc ça, c'est assez intéressant quand même puisqu'il est facile à faire, marquer 3 points de victoire à la fin de votre tour si on a seulement 2 unités engagé. Imaginez qu'on mettra plutôt entre 9 et 12 points sur celui-là et pas 15, puisqu'en fait il y a quand même peu de chances d'arriver à charger tour 1 avec plus d'une unité. Quand je dis plus d'une unité, c'est qu'on le sait facilement, on va pouvoir le faire, enfin si on a le tour 1 bien évidemment, on va pouvoir le faire avec un seigneur de guerre qui va bouger de 20 et charger s'il a le bon trait. Mais c'est quasiment le seul qui pourra le faire, les autres ne pourront pas en tout cas le faire puisqu'ils n'ont pas la projection nécessaire vu qu'on est espacé de 24 pouces. Voilà. Ou alors faudrait faire un 6 et ce serait une charge à 8. C'est compliqué. Ensuite, on va passer à la partie croisade. Donc en fait, tout un tas de petites règles qui permettent de jouer en narratif. Même si je trouve que pour du narratif, le fait d'avoir des objectifs secondaires, ça alourdit un petit peu le jeu et qu'on est loin d'une vraie histoire à raconter. Avec justement le fait de marquer des points de victoire avec les objectifs secondaires qui nous permettent justement de faire XP ces personnages en débloquant certaines règles et ainsi de suite. Génération des noms, ça à la limite on s'en fout et ça nous permet d'enchaîner directement avec les fiches techniques mais aussi les aptitudes puisque on va retrouver dépendamment justement des datasheets certaines règles, notamment la charge berserk. Si cette unité a soit la tactique de chapitre chasseur déchaîné, soit la tactique héritier du primarque et utilise la tactique de chapitre des Space Wolf, alors à chaque fois qu'elle combat, si elle a fait un mouvement de charge à ce tour, jusqu'à ce que le combat soit résolu, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des figurines de cette unité. Donc ça les gars, c'est très fort. Pour rappel au niveau justement des tactiques qu'ils sont en train de décrire, c'est tout simple, c'est les tactiques successeurs qui permettent en fait d'être Space Wolf sans être Space Wolf. En gros je vous la fais courte, mais c'est ça. Ensuite on va avoir la règle entêtée qui fait que si cette unité ne contient pas de figurine garde-loup, chaque fois que cette unité déclare une charge, vous devez choisir l'unité ennemie la plus proche comme une des cibles de la charge. Donc ça peut être assez contraignant quand même, puisque pour rappel, quand on fait une multicharge, on doit réussir toutes les charges, sinon elles sont toutes ratées. Donc il n'est plus moyen, il n'y a plus question de se dire ok je charge à 12 pouces une unité alors que j'en ai une à 1 pouce et au pire si je fais une charge à 1, et ben je vais impacter la première. Et on ne peut plus être gourmand comme ça. Et enfin, chasseur véloce. C'est clairement mon préféré. Cette unité est éligible pour déclarer une charge même s'il a avancé à ce tour. De plus, chaque fois que cette unité effectue un mouvement de consolidation, ces figurines peuvent se déplacer de 1 pouce supplémentaire. Et vous le verrez les amis, mais chasseur véloce, ça va être une aptitude que vont avoir toutes les figurines à partir du moment où elles sont montées justement d'un petit loup. Et honnêtement, c'est ça qui va nous permettre d'orienter le gameplay Space Wolf. C'est le advance et charge de tout ce qui va de petit loup. Et c'est trop cool. On rentre dans le dur du codex et on passe maintenant aux différentes datasheets. On va commencer par tout seigneur, tout honneur, par Logan Grimnar. Celui-ci, il a 2 profils. Le profil à pattes ou le profil avec son traîneau Storm Rider. Il va être à 155 points à pattes et à 180 avec justement son traîneau. J'en parlais juste avant, la particularité c'est que comme sur son traîneau, il est poussé par les petits loups, automatiquement déjà ce qui est super cool, c'est qu'il va hériter de l'aptitude chasseur véloce qui, comme je disais juste avant, va lui permettre d'advance ses charges. Et ne serait-ce que pour ça, ça va être trop cool. Le problème, encore une fois, et c'est quelque chose que je vais répéter assez souvent,
Bah c'est rien, je vais pas le dire maintenant parce que lui il n'a pas la règle pour le coup. Mais c'est qu'en fait on va le voir quand on dispose de cette règle. En général on a cavalerie et cavalerie c'est les oubliés justement de cette V9 par rapport au décor puisqu'ils ne peuvent pas passer à travers la ruine. Donc ils voulaient être obligés de contourner ces petits cons. En tout cas pour parler un petit peu de Logan, celui-ci va être maître de chapitre, c'est-à-dire que les figurines base ou personnages Space Wolf à 6 pouces ou moins de lui vont pouvoir justement relancer les jets de touche quand ils effectuent une attaque, quel que soit le jet de touche, réussi, raté. Il va aussi avoir le rite de bataille, puisqu'on va pouvoir relancer les 1, mais ça en fait c'est tout simplement le fait qu'il hérite, le fait d'être un maître de chapitre et un capitaine. Et enfin, au roi de Fenris, si cette figurine est votre seigneur de guerre, il est toujours considéré comme ayant accompli le haut fait associé à son trait de seigneur de guerre. Et c'est là où le bas blesse, c'est que on aurait aimé que la version sur Storm Rider soit maître de la chasse et l'ait automatiquement réussi pour permettre aux copains d'advance ses charges et malheureusement il l'a pas. Lui le seul truc qu'il va avoir c'est qu'on est content, on va pouvoir réussir automatiquement les tests de morale quand on est à 6 pouces. Et bah non putain. C'est un maître de chapitre, c'est cool, il l'inspire sur le champ de bataille, mais on aurait préféré qu'il soit plus impactant de ça. Parce qu'un personnage à 180 points, ça commence à faire cher. Et là, malheureusement, avec son gros cul en plus, parce qu'il est sur un socle de volant, il bouge que de 10, il va être compliqué à poser. Ensuite, on va enchaîner avec Papa le Psyker, le Tiger U Space Wolf, à savoir Njal Storm Scholar. Lui, il vaut 140 points, ce qui n'est pas excessif parce qu'il reste quand même très très bon. Et surtout, en fait, on en parlait tout à l'heure, ils ont un domaine de magie de dingue, les Space Wolf. Là, en l'occurrence, un gars de base, mais qui est quand même passé à 6 PEV. En tout cas, lui, il va avoir comme aptitude Ange de la Mort, frappe de téléportation. Ça veut donc dire qu'il peut, au lieu d'être mis sur la table, être mis en FEP et donc arriver à 9 pouces de l'ennemi à partir du deuxième tour à la fin de la phase de mouvement. Il va surtout avoir comme aptitude Seigneur des Tempêtes, ajouter 1 au test psychique pour cette figurine. On l'a vu, mais tous les sorts forts Space Wolf, il passe sur du 6. Avec lui, il passe sur du 5. C'est chaud. C'est vraiment bien. Ensuite, il va avoir le bâton des tempêtes, puisque vous pouvez relancer les tests d'Abjurer le sorcier pour cette figurine. Armure runique, cette figurine a une sauvegarde invulnérable à 5. Ça, c'est cool, parce que pour les autres, il faut la payer. Mais bon, il faut penser qu'à 140 points, il est indirectement fait. Et enfin, la petite coiffe psychique, qui fait qu'on va pouvoir avoir plus 1 pour Abjurer le sorcier si le psycheur est à 12 pouces ou moins de cette figurine. C'est un psycheur de niveau 2, il va donc pouvoir tenter de manifester 2 sorts et il va connaître surtout châtiment plus 3 sorts du domaine Tempestas. Donc ça, c'est quand même assez cool. Pour revenir sur le datasheet suivant, c'est ni plus ni moins que la version montée de Logan Grimnar. J'en parlais tout à l'heure, la particularité c'est déjà qu'il va coûter 25 points de plus. Ce qui n'est pas rien. Pour avoir 2 petits loups, la particularité surtout de pouvoir advance ses charges, la particularité malheureusement aussi d'être ciblable puisque ça en fait un personnage à plus de 10 points de vie, donc avec 14 points de vie, il a intérêt à tanker papa. Celui-ci a une sauvegarde invulnérable à 4, mais quand même. Mais si on s'arrête justement aussi sur sa létalité pure, celui-ci va être équipé d'un Stamp Bolter comme la version à pied, ça on s'en fout, mais surtout de l'âge de Morkai qui, il faut être précis, n'a pas tué Magnus, mais l'a renvoyé dans le Warp. Cette arme va avoir la particularité d'être utilisable soit à une main, soit à deux mains, qui va faire plus 2 en force, PA-3 dégâts 1 quand on est justement à une main, soit à 2 mains, force x2, donc force 8, PA-3 dégâts flat 3. À savoir quand même que quand on te fait à une main, on peut faire 2 attaques au lieu d'une. Il faut savoir que tonton, papa pour le coup, il a 5 attaques, 6 en charge, donc 12 attaques quand il commence justement à faire ça, sur du 1+, pour le coup, relançable. Donc bon, il rigole pas du tout, mais quand même, 180 points, ça en fait un personnage assez cher. Faudra comparer avec un capitaine Space Marine à moto, les gros tons de motard qu'on connaît habituellement, si ça vaut le coup ou pas. Je suis dubitatif par rapport à tout ça. Ensuite, on va passer à l'ami Bjorn. Bjorn qui coûte super cher puisqu'il vaut 175 points. Maintenant, c'est un Dreadnought. Donc, pour le coup, vous allez le voir, les Dreadnoughts sont assez forts parce qu'ils coûtent pas super cher. Que de base, les Dreadnoughts diminuent les dégâts subis de 1. Donc, c'est maintenant le devoir éternel, ce qui est que tous les Dreadnoughts bénéficient de cette règle. Donc, ça, c'est assez positif. C'est un personnage de moins de 10 PEV. Il n'est donc pas ciblable s'il est à 3 pouces d'unité de plus de 3 figurines, d'un véhicule, bla bla bla. Il existe en différentes versions. La version que je viens de présenter à 175 points, c'est la version la moins chère où celui-ci est en canon d'assaut et lance-flamme lourd. Il existe une version différente avec un canon Hellfrost ou un canon à place-flamme lourd qui valent beaucoup plus cher. Au niveau de ses aptitudes, on va avoir Ange de la Mort, les aptitudes génériques Space Marine, le fait de diminuer les dégâts de 1, je viens d'en parler. La ténacité légendaire qui fait que chaque fois que cette figurine va perdre un point de vie, on jettera un dé et sur un 5+, elle ne le perdra pas. Et ensuite, rite de bataille, puisque tant qu'une unité base Ami Space Wolf est à 6 pouces ou moins de cette figurine, on pourra lancer les jets de touche de 1. Il faut savoir qu'il existe un stratagème pour pouvoir faire passer tous les Dreadnoughts avec l'aptitude rite de bataille, sous-entendu justement la bulle de reroll sur les unités bases à 6 pouces ou moins.
Donc à la limite, pourquoi pas le faire en passif avec lui pour 175 points. Et enfin explosion, mais ça, rien d'extraordinaire, puisqu'on va prendre une BM si jamais il pète sur du 6. On va passer les amis à une déception au niveau justement de ce codex. C'est l'ami Arjak. Arjak il est juste là et je vais pas vous mentir, hein, je vais lui faire baisser les yeux. Je vais lui faire baisser les yeux parce qu'il a changé, Arjak. Arjak, il vaut que 120 points, ce qui est pas très cher. Il est très tanky, donc ça, c'est plutôt cool. Le problème, c'est qu'il a perdu pas mal d'aptitude, tonton. Puisque pour le coup, il va toujours avoir son petit marteau qui, à 12 pouces, va faire force 10, PA-3, dégâts flat 3, et que on va en gros, à chaque attaque de cette arme allouée à une figurine personnage ou monstre, ajouter un caractéristique de dégâts. Donc il va passer dégâts flat 4, il rigole 0, le gars. Le problème, c'est qu'il a perdu les synergies qu'il octroyait justement au vieux loup. Puisque ici, on va avoir Ange de la Mort, frappe de téléportation, jusque-là, rien d'extraordinaire, champion de la garde du roi. À chaque attaque de mêlée de cette figurine contre une unité personnage, vous pouvez relancer le jet de touche. Ok, mais à la limite, on s'en fout. Précision tactique, tant qu'une unité base Space Wolf ami est à 6 pouces ou moins de cette figurine, à chaque attaque de l'unité, relancez tout jet de blessure de 1. Rien d'extraordinaire. Il a le mot-clé ici, lieutenant, donc ça aussi c'est pas mal. Ils ont assaini pour clarifier justement tout. On va le voir avec les autres personnages. Lieutenant, reroll D1 pour blesser. Et ensuite, le bouclier enclume qui fait que cette figurine a une sauvegarde invulnérable de 3+. Donc ça, c'est cool puisque c'est déjà à jour au niveau de ce codex. Tous les boucliers Storm donnent +1 à la sauvegarde générique et une invulnérable à 4. Donc les personnages qui ont des invulnérables à 3, il va falloir faire attention à les choyer un petit peu parce que ça va se faire plus rare. Le problème, c'est qu'avant, lui, il donnait +1 attaque aux amis à 6 pouces. Ça en faisait un putain de lieutenant qui permettait de relancer les 1 pour blesser et en plus un buffer qui permettait justement de monter en combo directement avec par exemple le trait de seigneur de guerre ou la relique pour avoir encore plus d'attaques, notamment auprès de ses Terminators. Toutes ces synergies ont disparu les amis. Par contre on a gagné une advance charge avec les petits loups. Donc voilà, c'est quand même un petit peu la déception. A noter quand même qu'il est passé dégâts flat 3 alors qu'avant il était D3 et 3 sur les personnages si je dis pas de bêtises, alors que maintenant il est tout le temps flat 3 et il monte à dégâts flat 4. C'est bien beau, mais on préférait qu'il fasse gagner une attaque aux copains. Parce que c'était ça qui était jouissif en Space Wolf, c'est qu'on allait tout droit avec les loups tonnerres, on le faisait pop, et alors là c'était Bagdad, tous les loups tonnerres ils passaient à 5 attaques, et c'était trop cool. Ben, malheureusement, c'est plus possible. Ensuite, on va avoir Ulrich, qui lui est à 160 points, donc il coûte assez cher. Il va avoir un pistolet à plasma et un Crosus d'artificier. À la limite, on s'en fout. Lui, pour le coup, c'est un chaplain. Il va avoir comme aptitude Homme du loup de Russe. Tant que cette unité, qu'une unité base amie est à 9 pouces ou moins de cette figurine, les figurines de l'unité peuvent utiliser sa valeur de commandement. Rien de particulier par rapport aux autres chapelains. Et ensuite, le sarment du tueur. Si une figurine, personnage ou monstre ennemi est détruite par une attaque de cette figurine jusqu'à la fin de la bataille, ne fait pas de jet pour voir si la litanie est récitée et fonctionne, elle passe automatiquement. Donc ça, c'est assez fun, mais tellement situationnel. Et bordel, pour 160 points, on va utiliser un chaplain à moto, en fait, déjà parce qu'il aura de meilleures projections. Donc lui, il pourra peut-être tuer quelqu'un, finalement. Et surtout, en fait, il pourra vraiment synergiser avec le tour 1, je turbo boost, ou tour 2, je turbo boost, je sors de ma cachette, et hop, je fais avec mes Terminators et j'ai plus de la charge. Mais là, mon cul, Ulrich. Je me casse, Ulrich. Voilà. On passe ensuite à Ragnar, un homme qui distribue beaucoup de pain. Il vaut 130 points. Il a fait énormément parler de lui quand il avait été primarisé, puisque c'était le mec qui pouvait balancer 30 blessures par tour. C'était complètement what the fuck. Là, 130 points. Il a toujours 7 attaques. Il a le Crojiv qui va faire force plus 2, donc force 6, PA-4, damage flat 2. Et il va avoir l'aptitude Rage Berserk, puisque cette figurine fait 3 attaques supplémentaires au lieu de 1, grâce à son aptitude assaut percutant. Il va donc pouvoir passer à 7 attaques. Là où le bas blesse, c'est qu'il ne peut plus retaper pour 3 PC, puisque aujourd'hui, seuls les intercesseurs d'assaut peuvent retaper pour 2 PC, sauf si on utilise le stratagème qui est fait que quand un personnage meurt, il va pouvoir retaper. On rappelle néanmoins que Ragnar va pouvoir faire relancer les jets de charge pour les copains à 6 pouces moins de 8. Historiquement, ça a toujours été le seul du codex à l'avoir en natif. Pour les autres, c'était une saga à débloquer et rite de bataille, puisqu'on va pouvoir aussi en natif sur les bases Space Wolf relancer les jets de touche de 1 quand on a 6 pouces ou moins de lui. Honnêtement, il reste quand même super intéressant pour 130 points. Franchement, il est top. Le seul problème, encore une fois, c'est qu'il bouge de 6. Donc, en termes de projection, est-ce qu'on va pas préférer tout simplement un capitaine à moto? Voir si on n'en prendra pas plusieurs. Après, il faut aussi faire attention. Il a le mot-clé capitaine et on est restreint au nombre de capitaines par détachement à cause ou grâce, je ne sais pas, au codex Space Marine. Ensuite, on continue avec les personnages avec Chrome Dragon Gaze qui, lui, va valoir
100 points. C'est lui aussi un capitaine. Pour le coup, on s'apparente plus à un capitaine générique, sauf qu'il va avoir une griffe de cuir qui va faire force plus 3, donc force 7, PA-2, dégâts flat 2. Bien évidemment, une relance D1 pour les amis base à 6 pouces, une invulnérable à 4, ce qui est aussi complètement normal avec son halo. En tout cas, ici, c'est à la ceinture de Russe. Et aussi, petit point bonus, c'est l'œil féroce, puisque tant qu'une unité ennemie est à 3 pouces ou moins de cette figurine, ce serait 1 au test d'attrition pour les figurines de l'unité. Il ne me semble pas, à part avec des reverse génériques, avoir vu d'autres mécanismes pour baisser soit le moral, soit le test d'attrition. Mais en tout cas, on avait souligné le fait que les Nécrons avaient ce genre de mécanisme. Ça aussi, c'est pas mal, puisque tout simplement, ça fait que les ennemis fuiront sur du 1, 2 et 1, 2 et 3, si jamais ils sont à moins de la moitié de leur valeur effective. Donc pour le coup, ça en fait quand même un bon tueur de masse. Mais quand on a Tonton en haut qui va balancer 7 plus 3, 10 attaques, est-ce qu'on a réellement besoin de faire des tests d'attrition à plus 1? Je ne sais pas. Ensuite, les amis, on enchaîne avec le Harad Death Wolf. Lui, il vaut 140 points. C'est donc un capitaine sur loup tonnerre. Celui-ci, l'avantage, c'est que, j'en parlais tout à l'heure, c'est un capitaine qui va nativement avoir la règle chasseur véloce. Et aussi, j'avais pas vu, attaque de flanc. Donc lui va pouvoir être gratuitement mis en réserve pour pouvoir arriver à 6 pouces d'un bord de table et à 9 pouces d'un bord, enfin à 9 pouces d'un ennemi à partir du tour 2. Mais surtout chasseur véloce. C'est-à-dire qu'on est sur un gars qui bouge de 10, il va pouvoir advance avec des 6 et charger derrière, nativement. Donc ça veut dire potentiellement qu'on pourrait se faire un kiff avec 2 détachements. Un, qu'on va mettre un capitaine en moto qui va avoir la saga pour le faire, et lui derrière avec les petits copains qui courra justement pour pouvoir justement advance ses charges en passif. Donc honnêtement, à la limite pourquoi pas. Bon, 140 points, c'est un petit peu cher, mais de base, il va être équipé justement avec un Glacius pour faire directement des dégâts 2. Donc à la limite, pourquoi pas. Le porteur a une sauvegarde invulnérable de 4 et de plus ajouter un jet de sauvegarde puisqu'il est nativement avec un bouclier Storm. Au niveau ensuite de ses aptitudes, ce qui est sympa, bon c'est un capitaine donc rien de particulier par rapport à ça. Il va pouvoir donner, comme c'est un mec sur lui, il va pouvoir donner aux unités cavalerie et bêtes, donc c'est surtout pour les Cyberwolf, son commandement de 9 et bien évidemment le rite de bataille qui permet de relancer les 1 à 6 pouces de lui quand on est base. Et je le rappelle, les loups tonnerres sont base, donc sont synergisables par rapport à ça, et ça c'est trop cool. Ensuite, il va surtout avoir le manteau des rois des trolls, qui est que à chaque attaque allouée à cette figurine, ce serait 1 la caractéristique de dégâts. Donc, quand on est un mec avec 7 PEV, endurance 5, on réduit les dégâts de 1 et on a une sauvegarde à 2 et une invulnérable à 4, c'est quand même pas mal pour 140 points. Il va avoir 5 attaques, 600 charges. On a vu tout à l'heure que si jamais lui on voulait lui donner une saga, il pouvait avoir des 3 attaques en plus. Enfin, il y a quand même moyen d'en faire des botons sur les personnages Space Wolf et ça c'est cool. On l'enchaîne ensuite avec le Canis qui est juste ici et qui lui va valoir 120 points. Pour le coup, on est sur un personnage sur loup qui donc va avoir bien évidemment advance et charge, donc trop cool. Il va avoir 6 attaques avec ses griffes de loup Canis, sous-entendu ses doubles griffes avec une force de 5, perd moins 2 dégâts 2 et on pourra relancer les jets de blessure. Ensuite, il va aussi pouvoir justement faire taper sa monture. L'ensemble des loups vont avoir les griffes et les crocs broyeurs puisqu'on va avoir une force de 5, perd moins 2 dégâts 1 et on pourra faire 3 attaques enfin, en plus, mais pas plus. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra faire que 3 attaques avec justement cette arme-là. La particularité, c'est que le Canis, lui, va avoir fils des loups, puisque tant qu'une unité cavalerie, bête, chariot, Space Wolf, ami est à 7 pouces ou moins de cette figurine, alors jusqu'à ce que le combat soit résolu, chaque figurine de l'unité peut faire une attaque supplémentaire avec ses griffes et crocs. Donc ça, c'est top. Ça veut dire qu'on va faire 4 attaques en plus. Donc il faut juste imaginer que le gars, il vaut 120 points, il va advance ses charges, il va balancer, quand il va avoir chargé 7 attaques de force 5, PA-2, dégâts 2, relance pour blesser, c'est sur du 2, et il va avoir plus 1 quand il va avoir chargé, donc ce sera toujours sur du 2. Donc ça c'est fort. Et en plus de ça, il va balancer 4 patates de force 5, PA-2, dégâts 1. Et il va balancer, oui, c'est 4 patates, pardon, de force 5, PA-2, dégâts 1. 120 points, le mec, il sature quand même. Hein. C'est ouf, pour un bonhomme, c'est vraiment pas mal. On passe ensuite au capitaine sur loup tonnerre, à savoir le seigneur loup. Lui, il vaut 110 points en slip, il va pouvoir avoir un bouclier storm si on veut partir sur des configurations existantes pour 10 points et un marteau tonnerre pour 20 points. Il va donc passer à 140 points en bouclier storm et marteau tonnerre pour avoir une sauvegarde à 2, une invulnérable à 4 et surtout 5 patates de marteau. Et on le rappelle, c'est un Space Wolf, il touche à 2, il ne relance plus lui-même les 1 pour toucher puisqu'il n'est pas base, mais il va avoir un bonus de plus 1 avec sa capacité de combat quand il a chargé. Il va ensuite avoir bien évidemment le rite de bataille pour donner une reroll D1 aux copains et surtout en fait
chasseur véloce, puisque c'est un personnage qui est sur Loutonnerre. Il va donc nativement avoir la faculté de Advance et Charge. Dernier personnage qu'on va couvrir au niveau justement du supplément Space Wolf, ça va être le chef de bataille Garde-Loup. C'est ni plus ni moins qu'un lieutenant qui chevauche un Loutonnerre. Pour le coup, là, on peut se poser la question, puisque ça nous permet en fait vraiment d'avoir toute une phalange de Rohirrim qui chevauchent des loups, mais qui vont pouvoir impacter. Donc c'est même assez intéressant. Je pense qu'on prendra quasiment pas de personnage à Yep parce que c'est pas très fun, ou alors en armure Terminator pour se projeter, ou alors avec une stratégie faite dans sa tête à base d'attaque de flanc et ainsi de suite. Mais on a malheureusement beaucoup moins de synergie par rapport à tout ce qui va être génération d'extra attaques qu'on pouvait avoir avant, où on pouvait monter à plus 2 voire plus 3. Donc c'est un petit peu dommage. Je pense que si vraiment on veut être burné, on ira chercher un capitaine à moto pour pouvoir très vite impacter, surtout bouger de 20, alors que là on est bridé déjà à 10 plus D6, donc on est bridé à 13, 14, voire 16 au maximum, alors que c'est flat 20 à chaque fois qu'on turbo boost avec une moto. Donc voilà, à voir. En tout cas, c'est très cool. On découvre ici déjà les personnages qui vont être sujets aux sagas, et aussi et surtout en fait les premiers personnages qui vont être sous le Loutonnerre et qui vont clairement orienter la jouabilité des Space Wolf justement monter. Et ça c'est cool puisque ça faisait très longtemps, ça faisait quasiment 2 versions qu'on attendait ça, puisque en V8 malheureusement on était frustré par les Loutonnerres, ça donnait pas envie de les jouer. Là la seule différence qu'on va voir par rapport à ce gameplay là, c'est tout simplement le fait que comme ils sont cavalerie, ils vont pas passer à travers les ruines. Mais c'est tout. On passe maintenant au choix de troupes et on a la bonne surprise de découvrir les griffes sanglantes. Les griffes sanglantes qui sont à 18 points pièce, qui ont la particularité de pouvoir être jouées de 5 à 15 et qui vont surtout en fait être passés à 2 PV. Donc certes, ils ont une augmentation du coup en points entre V8, V9 et ainsi de suite, mais ils ont été buff puisqu'ils ont 2 points de vie. La grosse particularité, outre le fait qu'on va pouvoir avoir une arme spé, voire 2 armes spé quand on les monte à plein d'effectifs, quand je dis arme spé, c'est arme spé de corps à corps, hein. Ils vont surtout avoir comme aptitude charge berserk et entêté. On le rappelle, entêté, c'est qu'ils doivent charger l'unité la plus proche si jamais il n'y a pas de garde-loup avec eux, mais surtout le fait d'avoir 2 attaques en plus quand ils chargent. On parle donc en fait de Space Marine à 2 PEV qui vont pour un PC être mis en attaque de flanc. Faut donc imaginer que cette unité quand elle charge, elle va avoir une attaque de base, plus 2 si elle charge grâce à l'aptitude charge berserk, plus 1 avec l'épée tronçonneuse, soit un total de 4 attaques PA-1, soit 40 attaques pour 180 points, et 20 points de vie de Space Marine, donc potentiellement à 2+. On peut aussi imaginer qu'on va avoir justement un Librarian qui va faire son petit sort pour mettre tout le monde à couvert à 6 pouces, donner -1 pour être touché, sur une grosse phalange comme ça, pour 180 points, ça va demander énormément de ressources pour les sortir, et donc c'est cool. On continue toujours dans les troupes avec les chasseurs gris. C'est une unité qui coûte exactement le même coût en points, qui a un petit peu moins de latitude de jeu par rapport à leurs effectifs parce qu'eux vont être jouables de 5 à 10. Toujours avec la capacité de pouvoir avoir justement un chef de meute Terminator dedans qu'il faudra payer en plus. Mais là où plutôt il va y avoir débat, c'est encore une fois sur les effectifs et sur les options d'armes qu'on va avoir. Là on est plus typé sur justement une escouade de Space Marine de base dans lequel on va pouvoir avoir 2 armes spé de tir. Alors que les autres, en fait, il faut savoir que les griffes sanglantes, historiquement, avaient une moins bonne capacité de tir. Celle-ci a été matchée pour, on va dire, affiner, on va dire, le choix qu'on va pouvoir faire par rapport à eux. Personnellement, ce que je trouve déjà très fort, c'est surtout les griffes sanglantes qui, par 15 ou par 10 à 180 points d'attaque de flanc, qui vont balancer 40 patates. Je trouve ça un petit peu plus séduisant que ça. On ira chercher autre chose pour saturer au tir, notamment, pourquoi pas, de l'intercessor, qui va pouvoir tirer 2 fois, qui synergisera beaucoup plus avec le reste de l'armée. On va très rapidement survoler les garde-loups. C'est fait pour s'arrêter à un personnage ultra charismatique. Malheureusement, sa figurine est un petit peu petite maintenant puisqu'elle n'a jamais été refondue. On va passer à Lucas le Trompeur, qui est un choix d'élite qui vaut 80 points. Lui, c'est Lucas le Trompeur, il a quelques petits tricks, notamment Kyria le dernier, puisque à la phase de combat, si cette figurine est détruite par une attaque de mêlée d'une figurine ennemie, tirez au dé avec votre adversaire. Si vous gagnez le jet de dé, l'unité ennemie subira des 6 blessures mortelles. Ça, c'est assez cool. Historiquement, je crois que pendant un moment, c'était de la force D. En mode, ah ouais, ouais, c'est le qui était utilisé, les gars, pour les bruiteurs, dans Armageddon. Quand Bruce Willis fait « On a gagné, Grace ». Là, je l'ai moins bien fait, par exemple. Voilà. C'est pas constant. C'est pour ça qu'il y a des enregistrements, il y a une post-prod, il y a tout ça. Ensuite, faut pas oublier qu'il va avoir héros des griffes sanglantes, puisque tant qu'une unité griffes sanglantes, cerglante sanglante ou griffes fulgurantes amie est à 6 pouces ou moins d'elle, en gros, on pourra lancer les jets de touche.
Présence rebelle aussi, puisque tant qu'une unité Space Wolf Abby est à 3 pouces ou moins d'elle, elle va avoir -1 à sa caractéristique de bravoure. Donc c'est plus un personnage qui est fun, même si pour le coup les décimortels ne font pas forcément rigoler. On survole aussi les squads de Terminator, Garde-Loup. Ceux-ci n'ont pas changé au niveau justement de leurs mots-clés. Moins de synergie possible, malheureusement, par rapport à la multitude d'attaques qu'ils pouvaient avoir. On enchaîne ensuite avec la nouveauté, c'est-à-dire qu'ils ont pris des figurines existantes et ils leur ont donné un nouveau nom pour faire croire qu'il y avait une nouvelle unité. C'est les Molosses de Morkai. Ils sont jouables de 5 à 10, c'est des reverse et ils coûtent 22 points pièce. Ils vont avoir nativement un lance-grappin, donc voilà, et surtout en fait la faculté gratuitement, donc par rapport au 1 PC pour les unités génériques, de pouvoir arriver en attaque de flanc, donc à 6 pouces d'un bord de table, 9 pouces d'une figurine ennemie à partir du tour 2. Leur grosse particularité, c'est le fait qu'ils vont être équipés eux de couteaux de combat, donc passer de 2 à 3 attaques, 4 en charge, donc à la limite pourquoi pas, et aussi chasseur au-delà de la mort. Les figurines de cette unité ignorent la règle attention, messire, si la cible est un psycheur. En outre, à chaque fois qu'une figurine de cette unité fait une attaque contre une unité psycheur, ajoutez 1 au jet de touche de l'attaque et ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts de l'arme. Donc à la limite ça peut être pas mal, malheureusement ce sera quand même assez situatif. À la limite s'ils s'entraînent contre des chevaliers gris, ça va être chaud. En plus, on n'oublie pas, on a le stratagème qui permet d'avoir tout simplement vétéran de la longue guerre pour avoir +1 pour blesser. Donc, il y a quand même moyen, à mon avis, de pas mal tataner avec eux. Mais la question se posera toujours par rapport justement à ces rivers. Est-ce qu'on a envie de les utiliser, quoi? On va aussi avoir la règle totem runique. Cette unité peut être choisie pour cible d'un pouvoir psychique ennemi, seulement si elle est l'unité ennemie la plus proche. Et à chaque fois qu'elle va perdre un PV suite justement à cette phase-là, sur un 4+, le PV ne sera pas perdu. Donc ça, à la limite, ça la rend assez tanky. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on voit pléthore justement de psycheurs et beaucoup de BM? Pas là-dessus en tout cas. Enfin, est-ce que ça les justifiera? À voir. Et enfin, leur dernière règle anti-psy, c'est le hurlement de Morkai. Tant qu'une figurine psycheur ennemie est à 18 pouces dans cette unité, alors ils vont avoir -1 pour lancer leur sort. Ça, à la limite, c'est fort. Et tant que le psycheur est à 6 pouces ou moins de cette unité, il aura -1 supplémentaire. Bon, s'il a 6 pouces 2 en général, pour un PC, ils vont se prendre une intervention héroïque, donc il n'y restera pas. Mais le fait est que ça fait une bonne petite bombe anti-psy. À voir, est-ce que 22 points va justifier cette unité? Je ne sais pas. Pistolet bolter à 12 pouces, force 4, perd -2 dégâts 1. C'est vraiment, je trouve qu'elle est difficile à positionner, mais tout comme les reverse en fait. Sur le papier, il y a des bonnes choses à faire. En vrai, on préfère systématiquement aller chercher autre chose. Est-ce que là, le fait de les rendre anti-psy avec une vraie spécificité dans ce rôle-là va changer quelque chose? À voir. On reste dans les élites et on va maintenant passer au Wolfen. C'est un petit peu la déception justement de cette migration V8, V9 avec les Space Wolf. Ceux-ci au niveau des coups en points vont être à 25 points en slip. Et malheureusement, là où le bas blesse, c'est qu'ils vont perdre ils vont perdre leur règle majeure d'advance et charge qui rendait justement cette unité pleine de projection et pleine de surprises par rapport à votre adversaire. Malheureusement, quand on veut ça, on va aller chercher justement des loups tonnerres et c'est un petit peu dommage. Ils sont jouables de 5 à 10, rien d'extraordinaire par rapport à avant de ce côté-là. Au niveau des aptitudes, on va avoir frénésie de la mort. À chaque fois que cette figurine est détruite par une attaque de mêlée, si la figurine n'a pas combattu à cette phase, ne la retirez pas du jeu. La figurine, justement, pourra taper si jamais elle n'avait pas tapé. Franchement, limite le garde-fou d'en faire des tueurs nains à base de tu sais quoi, je te retape même si j'ai déjà tapé, ça leur a rendu cool. Là maintenant, franchement, on va les voir arriver à 200 bornes, c'est vraiment dommage. Rage bestiale, cette unité ne peut accomplir aucune action comme décrit dans le livre de base de Warhammer 40 000. Ça, vous allez le voir. Tout ce qui est, on va dire, Wolfen, Dreadnought et ainsi de suite qui partent en couille, aucun ne va pouvoir réaliser d'action, mais ça aussi, ça paraît tout bête. Mais les gars, quand on est en fin de game, qu'il nous reste à lever un étendard et qu'il nous reste, je sais pas, 2-3 Wolfen, puisqu'on a rasé à la phase de combat précédente de notre adversaire et qu'on veut planter un drapeau, on peut pas le faire. C'est bête, mais ça fait perdre 15 points quoi, sur certains objectifs secondaires. C'est vraiment dommage. Donc on va tout de suite passer les gars au Dreadnought Wolfen. Pas grand chose à dire si ce n'est que tout comme Jean tout à l'heure, il hérite de base des aptitudes de Dreadnought, soit le fait de diminuer les dégâts subis de 1, de pouvoir relancer les jets de charge natifs, vous allez le voir. Cet enfoiré est là alors que Murderfang l'a perdu, donc ça aussi c'est quand même très dommage. Rage bestiale qui fait que cette unité, tout comme les Wolfen, ne peuvent réaliser aucune action. Ça à la limite c'était un véhicule, donc on s'en foutait un petit peu. Et explosion, mais là c'est sans grande surprise. Le fait aussi que le bouclier Storm est sauvegarde à 4, mais que c'est un bouclier Blizzard, donc celui-ci ne bénéficie pas de +1 à sa sauvegarde. Donc voilà, un petit Dreadnought qui va avoir une invulnérabilité 4 qui peut potentiellement faire plaisir. Il coûte pas excessivement cher et donc ça c'est plutôt cool. Vous allez le voir, il y a vraiment moyen de se faire des listes à thème Dreadnought en Space Wolf qui vont être assez intéressantes. On passe ensuite à Murderfang qui vaut toujours 150 points, qui peut toujours relancer les charges et qui est un gros ton puisque
Papa Murderfang, il va avoir déjà comme bonus le fait de gagner 3 attaques quand il charge au lieu de 1. Il va donc monter à 8 attaques de force 12, PA-3, dégâts flat 3 sur du 2 et il relancera les jets de blessure parce qu'il a un double griffe. Et ça, c'est cool. Il va malheureusement avoir la règle charge bestiale qui fait qu'il ne pourra accomplir aucune action, tout comme ses petits cousins. Et indomptable force de destruction qui fait que cette figurine ne peut pas être seigneur de guerre, mais ça à la limite, on s'en fout. Il va avoir la règle meurtrier, et j'en ai déjà parlé, c'est le fait de pouvoir relancer les charges et de gagner 3 attaques au moment où il charge. Et ensuite, devoir éternel, l'aptitude habituelle des Dreadnoughts qui va diminuer les dégâts subis de 1. On passe ensuite aux attaques rapides, et on voit ici les cyberloups qui sont toujours en fine cast. Il est à 15 points pièce. Pour le coup, il va avoir chasseur féroce, il va donc bouger de 10, pouvoir advance et charger nativement. Ça en fait donc des bonnes unités d'attaque rapide pour le coup. Chaque mec va balancer 3 attaques de griffes et de crocs de force 4, PA-1, dégâts flat 1. On n'oublie pas que si on joue le canis, il passe à 4 attaques, ce qui en fait un mec plutôt pas mal. On va tout de suite le mettre en opposition, ou en tout cas pour accompagner les loups fenriciens qui sont juste ici, qui eux valent que 7 points. Pareil, charge féroce, esprit de la meute, puisque tant que cette figurine compte 5 figurines ou plus, on pourra ajouter un à sa caractéristique de commandement. Ils ont 6, donc il y a limite, pourquoi pas. Et tout pareil, ils vont eux avoir 2 attaques, 3 s'ils sont à côté justement du canis, et ça peut être pas mal pour le coup en tout cas d'avoir ce genre de petites unités, soit en gardien de but, soit pour aller faire chier, puisque le mec ne va pas pouvoir gérer tout. Et c'est ça qui est super cool, c'est que si on commence à se faire, je sais pas, des unités par exemple de 4 loups tonnerres aux alentours de, je sais pas, 230 points avec 2 marteaux par exemple dedans, on commence à se faire 2 menaces similaires, donc les 2 menaces avec que des loups, il va devoir les gérer, ça va être très compliqué, plus ce genre de petits trucs qui vont faire des charges de flanc et ainsi de suite, ça va être assez cool à faire. Enfin, c'est dans l'esprit du Space Wolf, c'est stylé parce que à affronter ça te met en stress, et à jouer c'est cool parce que tu mets l'autre en stress, et tu as des leviers on va dire pour le faire, donc vraiment ça en fait des bonnes unités pour ça. C'est vraiment en mousse, c'est un commandement de merde, eux pour le coup je trouve qu'ils bénéficient pleinement justement du nouveau moral de cette version 9, puisque au pire t'en perdras un et tu feras des tests d'attrition, donc pour le coup c'est vraiment pas mal. On va ensuite faire un gros point sur la cavalerie tonnerre, donc ces petits gars ici. Déjà, on voit que ils ont le mot-clé base, donc ils sont synergisables avec toutes les bulles de relance. Ça, c'est trop bien. Ils sont à 45 points pièce. Pour 5 points, ils peuvent avoir un bouclier storm, donc à 50 points. On va avoir un mec qui bouge de 10, advance et charge, puisque c'est un loup tonnerre. Il va tout avoir CC3, il va avoir CC2 quand il charge, parce que c'est un Space Wolf. CT3+, mais ça à la limite, on s'en fout. Force de 4, endurance de 5, 4 points de vie, 2 attaques, mais c'est un Space Wolf qui, en plus, est équipé maintenant d'une épée tronçonneuse Astartes. Donc ces 2 attaques vont être en réalité 3 et en réalité 4 quand il va charger. 5 pour le chef, PA-1, dégâts flat 1. Sauvegarde à 3 et pour 5 points, j'en parlais tout à l'heure, sous bouclier tonnerre, sauvegarde à 2. On a donc des gars base qui sont sauvegarde à 2 pour 50 points, endurance 5, les 4 PV. C'est juste beaucoup trop cool, ça bouge vite, ça tank bien, ça tape bien. C'est ce qu'on dit. Le pain est bon, la viande est bonne, les burgers sont bons. Ben là, c'est la même chose avec ces petits gars. Avec les loups tonnerres, les gars, honnêtement, c'est trop cool. Ça fait je sais pas combien de versions, en tout cas, si, ça fait combien d'années, puisqu'en fait, je crois qu'en V7, c'était OP, en V8, c'était vraiment de la merde. Là, en tout cas, ça veut dire que ça fait au moins 3 ans qu'on attend de pouvoir rejouer des loups tonnerres. Et c'est trop cool. Le gameplay, alors c'est un petit peu la faille qu'on va retrouver, je pense, au niveau de ce codex, c'est que les listes, on va dire, vont être un petit peu monolistes. Enfin, le codex va jouer de façon un petit peu monoliste, avec beaucoup de loups tonnerres qui vont aller tout droit et qui vont te rafaler la gueule. Mais c'est stylé. Moi, demain, les gars, je suis content qu'on me rafale la gueule avec des loups tonnerres, parce que ça fait longtemps qu'on n'en voyait plus sur les tables, et c'est ça l'ADN des Space Wolf, c'est chambé. On n'oublie pas aussi que ils sont, bien évidemment, chevaucheurs du loup tonnerre, ils vont donc avoir des griffes et des crocs broyeurs, sous-entendu en plus de ces 5 patates, ils vont faire 3 patates, 4 si jamais il y a un canis, de force 5, PA-2, dégâts 1. Donc chaque mec te retourne une escouade de 10 boys. Et ça c'est beau. Ça, c'est beau. On l'enchaîne ensuite toujours dans les attaques rapides avec les serres sanglantes. C'est les cousins des Bloodclaw qui sont cette fois-ci à réacteur dorsal. C'est pour ça qu'ils passent de 18 à 20 points pièce. On peut les jouer exactement dans les mêmes effectifs de 5 à 15 et avec les mêmes genres de règles puisqu'ils vont avoir charge berserk et entêté. Donc ils vont pouvoir saturer sale. Ils sont équipés d'épées tronçonneuses Astartes, donc c'est exactement le même nombre d'attaques, soit à 10, 40 attaques, 41 même avec le sergent, on l'oublie pas celui-là cette fois-ci. Et la particularité quand même de pouvoir gratuitement avoir la mort vient du ciel, c'est-à-dire le fait de pouvoir être mis tout simplement en frappe en profondeur
dans les airs. On enchaîne ensuite avec les soutiens et on découvre les long crows, ou en tout cas on redécouvre les long crows. Pour rappel, ça a été dit en début de vidéo, il est dit dans le codex Space Marine que les Space Wolves n'ont pas accès au Devastator. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement accès aux long crows qui sont un petit peu différents. Déjà parce que contrairement à leurs cousins Astartes, ils vont non pas avoir 4 mais 5 armes spé potentielles. Et toujours un signum qui est que à votre phase de tir, chaque fois que cette unité tire, si elle contient un chef de meute long crow, vous pouvez choisir que cette figurine pour pouvoir justement donner son CT à un copain et que celui-ci ait un CT à 2+. Donc pas tellement de changement par rapport à ça. Il a toujours un chérubin qui va permettre de justement pouvoir tirer 2 fois avec une arme. Comme par hasard, ça sera celle qui tire à 2+. Mais c'est cool en tout cas d'avoir ça. On rappelle toujours qu'en Space Wolf, il existe pour un PC le fait de tirer sans malus. Donc ici en l'occurrence, soit corps à corps, soit tir. Là, avec des armes de tir, bah, potentiellement se cacher derrière un occultant, hop, débarquer, claquer son PC et tirer normalement sur du 3+, avec son anti-char, ses gravitons, n'importe quoi. Et on termine la découverte des datasheets spécifiques Space Wolf avec l'escorteur Stormfang ainsi que le Stormwolf. Ça nous permet aussi bien évidemment derrière de passer sur les autres pages avec l'ensemble de l'arsenal de nos amis les petits loups, ainsi que le coup en point bah, justement de l'ensemble de l'armée. Et pour conclure, honnêtement, c'est quand même très positif. On retrouve l'ADN de ces petits loups. Ça a changé, c'est-à-dire que c'est plus les mêmes unités, c'est plus le même type de gameplay et ainsi de suite. Mais ça reste quand même super cool de voir en fait l'ascenseur qu'on a eu à la base de bas. On n'est qu'un supplément Space Marine, mais non, on a une vraie richesse de jeu. On a un vrai gameplay qui va être propre au Space Wolf, et ça, c'est chambé. Cette petite lecture improvisée issue de Twitch touche à sa fin. J'espère clairement que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas d'ailleurs, oui, en commentaire, à mettre votre ressenti si jamais vous êtes un joueur Space Wolf par rapport à cette nouvelle ADN qu'on va avoir sur le gameplay autour des loups tonnerres. Et moi, je vous dis à plus, les Wargamers.